Dans la scène d'ouverture, Freyr dans le cul est vu en train de lire un grimoire alors qu'elle monte vers la capitale royale avec ses 3 amis, Himmel, Hyder et Aizen. Après avoir enfin vaincu le roi démon qu'il traquait depuis une décennie. Alors que les murs de la capitale apparaissent à l'horizon, Himmel et les autres appellent Freyr à sortir de l'abri pour qu'elle puisse admirer les magnifiques murs et discuter de son prochain mouvement maintenant qu'ils prennent tout leur retraite. Freyr, qui n'avait pas l'impression que le temps avait passé, ignorait simplement les murs et discutait avec ses 3 autres amis, qui étaient assez anxieux de savoir ce que la vie leur réservait. À la fin de leur discussion, ils rient tous et plaisantent comme de vrais amis le font. Avant longtemps, ils arrivent à la capitale royale et sont accueillis par toute la ville comme les héros qu'ils sont. Peu après, ils apparaissent devant le roi, qui les remercie personnellement pour avoir vaincu le roi démon et plongé leur royaume dans une ère de paix durable. Après l'appel, les héros se détendent jusqu'à la tombée de la nuit pour assister à la fête organisée en leur honneur. Quand il fait nuit, Himmel et Aizen prennent leur temps pour savourer les délices de la ville, tandis qu'Hyder, qui était un prêtre actif à l'époque, boit sec. Himmel trouve bientôt Freyr, qui ronchonne, et lui demande de se réjouir et d'être heureuse car le roi travaille à l'érection de statues d'eux dans la place. Freyr l'ignore et continue d'attendre la fin de la fête. Environ 1 heure plus tard, les héros se rassemblent tous pour contempler le ciel et faire leurs adieux. Après avoir évoqué quelques souvenirs embarrassants et merveilleux de ces 10 dernières années, y compris les décisions stupides prises par Freyr pendant elle aventure, tout le groupe sauf Freyr éclate de rire. Une fois le vacarme arrêté, Himmel, le héros, remercie tout le monde d'avoir rendu ces 10 dernières années de sa vie amusantes. Freyr et le rabat-joie gâchent le plaisir et lui disent que ils n'ont passé qu'une simple dizaine d'années, donc ce n'est pas si important. Sachant à quel point Freyr peut être gâté et impoli, Himmel l'ignore et se tourne avec ses collègues pour regarder la pluie de météores errés, qui ne se produit qu'une fois tous les 50 ans. Alors qu'il profite de cette expérience unique, Freyr gâche encore l'ambiance en disant à Himmel que la vue n'est pas si bonne depuis l'intérieur de la ville. Pour l'aider, elle promet de l'emmener à un endroit particulier dans les 50 prochaines années, afin qu'il puisse voir les pluies plus clairement, à condition qu'il soit encore en vie d'ici là. Himmel hoche la tête en accord et continue de regarder. Le lendemain matin, Freyr quitte la capitale royale pour continuer à explorer les bords de leur continent pour rassembler des sorts et autres. Bien que Himmel et les 2 autres ne comprennent toujours pas comment elle perçoit le temps, ils lui souhaitent néanmoins le meilleur. Ainsi, les jours se transforment en semaines, mois et années alors que Freyr continue d'explorer le continent. Au fil des années, elle a acquis tant de connaissances et d'expériences qu'elle devait simplement faire une pause. Après 50 ans de vagabondage sur le continent et de collecte de sorts, elle décide enfin de se reposer. Un jour, Freyr visite le magasin d'antiquités et de magie locale pour acheter une corne de dragon d'ombre. Malheureusement, elle arrive seulement pour découvrir qu'ils n'en ont pas. Freyr se rappelle soudainement d'un qu'ils ont récupéré du château du roi démon lors de leur conquête il y a longtemps, et se souvient qu'elle avait demandé à Himmel de le garder avec lui. Avec la pluie de météores qui approche dans quelques semaines, Freyr se rappelle de sa promesse à Himmel, et décide de la tenir après avoir obtenu la corne du dragon. Après avoir voyagé pendant presque un mois, Freyr arrive enfin dans la ville. Alors qu'elle se promène dans les rues de la ville, elle prend pleinement conscience des changements qu'ils ont apportés à tout l'endroit. Après avoir suivi et cherché Himmel dans les rues, elle le trouve enfin. Malheureusement, la version de Himmel qui se tient devant elle est celle qu'elle n'aurait jamais imaginée. Après avoir quitté la ville pendant 50 ans, Himmel avait déjà beaucoup vieilli, et était maintenant très faible. Frey ne perd pas de temps à demander après la corne pour laquelle elle est venue, et Himmel lui fait savoir qu'il l'a cachée dans son cabinet tout ce temps. Freyr le gronde pour avoir caché quelque chose d'aussi maléfique dans sa chambre, mais Himmel s'en moque. Au lieu de cela, il prend simplement la corne et la remet à Freyr, qui n'y pense pas tant que ça. En recevant la corne, Freyr la renvoie chez elle par l'intermédiaire de son oiseau magique, et prend son temps pour examiner les statues qu'ils avaient faites d'eux à l'époque. Une fois qu'elle a fini d'admirer le site, elle retourne à l'intérieur et amène Himmel à prépare ses affaires, afin qu'il puisse aller voir la pluie de météores errer une fois de plus. Ils prennent bientôt la route et s'arrêtent lorsqu'ils trouvent Aizen, le nain et cacheur, qui est maintenant un véritable évêque de la Sainte Ville, attendant devant les portes de la ville. Après s'être chaleureusement accueillis, Freyr les emmène pour une marche d'une semaine vers le même endroit où elle avait promis de les emmener il y a 50 ans. En chemin, ils revivent leur jour de gloire et se livrent à toutes sortes d'aventures. Lorsqu'il arrive, ils s'allongent tous sur l'herbe douce et assistent une fois de plus à la pluie de météores. Himmel remercie Freyr d'avoir tenu sa promesse et de l'avoir aidé à profiter de la vie avec ses amis une dernière fois avant de rencontrer sa fin, et quelques mois plus tard, Himmel finit enfin par succomber à la vieillesse. Lors de ses funérailles, Freyr observe le cortège avec Aizen et Hyder, alors que les citoyens de la ville rendent hommage aux héros. Il s'arrête pour remarquer à quel point le visage de Freyr est inexpressif, et l'insulte pour être une personne fausse. Quand vient le moment d'enterrer le bon gars,
Freyr finit enfin par laisser échapper ses larmes. Après avoir réalisé à quel point elle avait été stupide depuis le début, de ne pas avoir même essayé de bien connaître Himmel avant qu'il ne meure. 1 heure après la fin de l'enterrement, Hyder monte dans un carrosse pour retourner à la Sainte Cité. Avant de partir, il dit ses adieux à Freyr comme s'il savait que ce serait la dernière fois qu'il la verrait, et lui demande de lui offrir une boisson sur sa tombe chaque fois qu'elle visite la Sainte Cité. Freyr lui demande s'il a peur de la mort, et le prêtre corrompu dit qu'il n'est pas effrayé puisqu'ils seront tous ensemble au paradis. Peu après son départ, Freyr se tourne vers le nain, et essaie de l'avoir comme garde du corps. Malheureusement, Aizen vieillit aussi, alors il lui fait savoir qu'il n'est plus vraiment disponible pour du travail. Freyr devient un peu triste à ce sujet, mais elle finit par sourire à Aizen pour être un si cher ami. Une fois tout dit, elle part pour sa prochaine aventure. 20 ans plus tard, Freyr visite les environs de la Sainte Ville pour voir Hyder. Après s'être perdue dans la forêt pour la 1e fois, elle rencontre enfin une petite fille aux cheveux violets. La fille semble gentille avec Freyr et lui demande ce qu'elle fait dans la forêt. Freyr lui dit qu'elle cherche un homme nommé Hyder, et la jeune fille aux cheveux violets la ramène à la cabane où vit Hyder le prêtre. Là, Freyr retrouve son vieil ami avec un visage plein de gris cheveux et plaisante un peu avant de se poser pour prendre le thé. Quand ils deviennent sérieux, Hyder présente la fille aux cheveux violets comme étant Fern, une orpheline de guerre qu'il a sauvée il y a quelque temps. Lorsqu'il lui demande pourquoi elle est venue lui rendre visite, Freyr dit que c'est parce qu'elle veut rembourser ses dettes envers lui avant qu'il ne meure. Hyder se moque et lui demande une faveur. Quand Freyr lui permet de parler, il lui dit d'accepter Fern comme une apprentie car elle est plutôt douée avec la magie. Freyr refuse tout de suite car elle craint que Fern devienne plus forte seulement pour qu'elle meure plus tard dans le futur. Ensuite, Hyder lui demande un autre service, et cette fois-ci, il l'emmène à sa bibliothèque et sort un grimoire chiffré d'Eouch le Sage. Il lui demande ensuite de l'aider à déchiffrer le grimoire car il est censé contenir des sorts perdus pour l'immortalité et la résurrection. Freyr ouvre le livre et se plaint de à quel point tout cela est vulgaire. Quand elle parvient enfin à penser grand, elle demande à l'homme pourquoi il veut faire étudier le grimoire s'il n'a pas peur de la mort. Hyder lui dit qu'il faisait simplement bonne figure à ce moment-là, et qu'en fait, il a peur de la mort. Freyr le gronde et lui dit de lui 5 ou 6 ans pour déchiffrer l'ensemble. Pendant ce temps, Hyder lui demande aussi d'enseigner un peu de magie à Fern. Alors, Freyr s'enfonce dans les bois et trouve Fern debout au bord d'une falaise, regardant un gros rocher de l'autre côté de la montagne. Freyr remarque à quel point la petite fille contrôle bien son mana et voit beaucoup de potentiel chez elle. Fern démontre ses compétences en tirant un rayon magique sur la roche, mais hélas, cela n'a pas touché. Elle est un peu confuse et demande à Freyr ce qu'elle doit faire pour devenir beaucoup plus forte. Freyr commence par lui demander si elle aime vraiment la magie comme ça. Quand Fern dit oui, elle sourit et commence les leçons de magie de Fern. Pour sa première leçon, Freyr explique le concept de contrôle de la magie et de force de mana à Fern tout en étant assise au bord de la rivière, lui disant qu'elle a encore un long chemin à parcourir avant d'apprendre à augmenter la quantité de mana dans son corps. Lorsque Freyr remarque l'air de désespoir sur le visage de Fern, elle lui fait savoir que son contrôle de la magie est quelque chose dont elle devrait être fière, car presque personne n'a ce niveau de contrôle à son âge. Fern reconnaît les compliments de Freyr et passe à autre chose. Au cours des années suivantes, Freyr continue à déchiffrer le Ouch grimoire, tout en apprenant à Fern comment améliorer sa magie. Quant à Fern, elle s'entraînait jour et nuit pour obtenir suffisamment de force et de réserve de mana pour enfin terminer sa mission. Un jour, Hyder, qui est maintenant très vieux et fatigué, trouve Freyr dans la bibliothèque en train de déchiffrer le grimoire. Il s'approche d'elle et lui demande des nouvelles de l'avancement de Fern. Freyr lui dit que bien que Fern fasse des progrès, elle a encore un long chemin à parcourir avant de devenir une véritable mage. Alors qu'elle continue de parler, Hyder s'effondre et se réveille des heures plus tard dans son lit. Freyr, indifférente à ce qui arrive au pauvre Hyder, lui dit simplement qu'elle va travailler plus vite pour déchiffrer le grimoire afin de pouvoir l'aider à sa manière. Pour ce faire, elle contacte d'abord Fern pour lui demander d'arrêter de s'entraîner pour l'instant afin qu'elle puisse être avec Hyder dans ses derniers moments de vie. Quand elle arrive à la falaise familière, elle trouve Fern faisant de son mieux pour frapper le rocher et lui dit d'arrêter de s'entraîner pour qu'elle puisse être avec son maître. Fern, cependant, s'emporte et lui raconte comment elle a rencontré Hyder. À l'époque, elle venait de perdre tout son village et sa famille et était la seule survivante. Hyder l'a trouvée juste au moment où elle s'apprêtait à sauter d'une falaise et a tout terminé. Heureusement, ces mots ont touché son cœur et il a réussi à la sauver. Maintenant qu'elle a une chance de rendre l'appareil à Hyder pour l'avoir sauvée, Fern ne veut pas qu'il regrette de l'avoir sauvée. Que ce soit devenir une mage ou apprendre une autre compétence, elle veut faire quelque chose pour honorer le nom d'Hyder avant qu'il ne meure. Après avoir entendu tout ce qu'elle a à dire, Freyran la laisse faire ce qu'elle veut et continue à déchiffrer le grimoire pendant les semaines suivantes. Fern continue également à pratiquer sa magie jusqu'à ce qu'elle se sente suffisamment confiante pour essayer à nouveau. Puis un jour, Freyran finit par interpréter tout le grimoire. Il s'avère qu'il n'y avait ni formule d'immortalité ni de résurrection, et Hyder savait à peu près que c'était le cas.
Plutôt que de faire une scène, il garde son calme et continue d'espérer une mort rapide. Quelques heures avant son décès, Hyder demande à Friran de lui dire comment Fern progresse bien. Friran lui fait savoir que Fern se porte plutôt bien jusqu'à présent, et Hyder l'encourage à la prendre comme nouvelle apprentie, surtout maintenant que Fern est assez forte pour se battre à ses côtés. À ce moment-là, Friran n'a pas le choix car c'est le vœu d'adieu de son vieil ami. Avant de la laisser partir, cependant, Hyder dit à Friran d'aller chercher son paiement dans le tiroir quelque part dans la maison, et de partir avant que la nuit tombe, car il craint de mourir ce jour-là. Friran dit à Hyder de donner à Fern une formation appropriée. Adieu, afin qu'elle ne se sente pas exclue. Ayant entendu cela, Hyder est très impressionné par sa jeune amie, et l'appelle une fille très gentille. Alors qu'elle quitte la pièce, Friran demande à Hyder de lui dire pourquoi il a sauvé Fern en premier lieu. Hyder réfléchit à sa réponse un moment, et finalement, lui dit que c'est parce que c'est ce que Himmel aurait fait. Sur ce, Friran visite la falaise, et découvre que Fern a déjà accompli sa tâche. Peu après, Friran visite la tombe de Hyder, et verse 2 bouteilles d'alcool dessus pour honorer son nom. Après avoir observé les rites funéraires, elle part avec sa nouvelle apprentie, Fern. Dans la scène suivante, Fern et Friran, sa maîtresse, aident un vieux fermier à récolter des citrouilles avec de la magie, et obtiennent un rouleau contenant des recettes de magie populaires pour réchauffer le thé. Fern remarque le mode de paiement absurde et demande à Friran pourquoi il ne collecte pas d'argent à la place. Friran dit que c'est à cause de son obsession, et qu'elle doit le faire pour ne pas se sentir déconnectée. Lors de leur prochaine visite en ville, elle rencontre une herboriste qui les emmène dans la forêt, pour voir l'état terrible de la statue du héros Himmel. La femme se souvient tant du héros, car c'était lui qui l'avait sauvée lorsqu'elle était beaucoup plus jeune, et qu'un démon attaquait leur village. Elle se sent donc triste pour Himmel d'avoir son image ainsi détruite. À ce moment, Friran lui dit que cela lui est bien égal, puisque Himmel a causé tellement de problèmes pendant le processus de sculpture. La femme trouve les commentaires de Free un peu bizarres, mais elle laisse Free, le mage elfe, travailler sur le nettoyage de la statue. Une fois le nettoyage terminé, la femme regarde la pelouse nue autour de la statue, et souhaite avoir un endroit un peu plus coloré. Comme Friran avait des sorts pour faire pousser des fleurs, elle décide pour décorer le terrain autour avec de belles fleurs. Mais en ce qui concerne le type de fleur, elle choisit la fleur de lune bleue, c'est-à-dire une fleur qu'elle n'a jamais vue auparavant. Fern lui demande pourquoi elle choisirait des fleurs comme ça, et Friran dit que c'est parce qu'elle pousse à Himmelstone. Pour recréer les fleurs, cependant, Friran devrait vérifier une image de ces fleurs pour avoir une idée mentale. Heureusement, l'herboriste avait une liste d'entre elles, alors elle a emmené les filles chez elle, et leur a montré une image de la fleur de mauvaise herbe. Après avoir vu à quoi elle ressemblait, Friran décide d'aller chassant les fleurs pour qu'elle puisse les reproduire. Elle appelle Fern pour se préparer à partir, mais ensuite, Fern est vue en train de cacher des rats de semences de son maître. Après quelques petites discussions, elle libère les rats dans la forêt et discute de la recherche et de l'analyse des fleurs de lune bleue, afin de pouvoir invoquer des sorts pour les recréer. Fern n'a aucun problème avec cela, alors elles prennent la route et travaillent sur toutes les pistes qu'elles obtiennent pour trouver les fleurs de lune bleue. Après avoir exploré un large éventail d'options disponibles dans les villages voisins pendant 6 mois entiers et n'ayant rien trouvé, les filles décident finalement d'essayer quelque chose de nouveau. Cette fois, elles devront retourner chez l'herboriste du village et discuter de quelques autres choses avec elle. Bien que l'herboriste soit assez excité par le temps qu'ils avaient passé à chercher, Friran ne pensait pas qu'elle avait mis autant de temps que ça. Lorsque l'herboriste demande à Fern où ils en sont, Fern lui dit simplement non, et se plaint de l'obsession folle de Free pour la magie. Après avoir entendu toutes les plaintes de Fern, l'herboriste éclate de rire et sort un petit sachet à donner à Fern, tout en l'encourageant à parler à Friran de ses plaintes. Dans la scène suivante, Fern s'exprime à la Fern souriante avant de lui montrer le petit sachet de fleurs médicinales que l'herboriste leur avait demandé de planter à la place. Lors de leur discussion, un rat des semences vole leur poche de graines et s'enfuit dans les bois. Friran et Fern suivent prudemment le rat des semences, après avoir reporté leur discussion à plus tard, jusqu'à ce qu'ils trouvent enfin leur base principale. En chemin, Friran demande à Fern à propos de son étrange obsession. Encore une fois, et Friran dit que c'est parce qu'elle aime la magie. Après un autre rappel de mémoire, Friran et Fern ont leur moment, alors qu'ils découvrent enfin où les rats des semences cachent leur butin au fil du temps. Quand ils arrivent à la base de la tour, ils trouvent des pétales d'une fleur bleue familière. Ensuite, Friran lévite pour atteindre le sommet de la tour, et finalement trouve une prolifération sauvage de fleurs de chanvre bleu de la lune. Elle se souvient alors de ce que Himmel lui avait dit sur la beauté de ces fleurs. Et maintenant qu'elle pouvait les voir, elle ne pourrait être plus heureuse. Fern arrive pour poser d'autres questions stupides, afin de comprendre pourquoi Friran aime tant la magie. Friran finit par lui donner des scénarios jusqu'à ce qu'elle comprenne. Quelques jours plus tard, il retourne à la statue et plante les fleurs de chanvre autour d'elle en présence de l'herboriste. Après quelques autres conversations, Friran place une couronne de fleurs sur la tête d'Himmel, et souhaite à son ami un repos bien mérité et paisible. Quelques mois plus tard,
Friran et son apprenti voyagent vers une autre ville à la recherche de sorts. À leur arrivée dans la dite ville, Fern parle à sa maîtresse de partager les frais et d'acheter les essentiels dont ils ont besoin pour survivre. Après avoir énuméré les essentiels, Fern se souvient soudain de toutes les bêtises que sa maîtresse a dépensées avec leur argent durement gagné dans le passé, le seul achat raisonnable étant un livre sur l'histoire de la magie et autres. Ils arrivent bientôt à un carrefour où Friran se sépare de son apprenti et s'en va chercher ses affaires. Peur de gaspiller de l'argent à nouveau, Fern suit sa maîtresse partout en ville jusqu'à elle se retrouve devant une boutique d'accessoires, perplexe. Fern se cache derrière une fontaine et peut voir l'expression troublée sur le visage de son maître. Avant qu'elle ne puisse comprendre ce que signifie cette expression, un chat errant apparaît pour dire bonjour. Après avoir caressé le chat, Fern relève la tête et trouve son maître en train de payer ce qui est dans la petite boîte qu'elle tient. Sans abandonner sa couverture, elle suit son maître dans les bas-fonds de la rue et le voit demander à un habitant du coin où se trouve un magasin proposant de bons desserts. Surprise, Fern suit Friran aux tavernes où l'homme l'a dirigé pour trouver des desserts, et n'est pas trop surprise de découvrir des fumeurs et des types dingues la reluquent de leur regard, admirant son corps beau et mince. Friran demande négligemment aux coquins où se trouve une pâtisserie ou un dessert, et ils agissent de manière surprenamment plus polie qu'ils n'en ont l'air. Après lui avoir donné les bonnes indications pour une pâtisserie populaire, les gars accompagnent Friran. Fern continue à suivre partout son maître jusqu'à ce qu'elle se souvienne qu'elle n'a pas encore fini ses courses. Plus tard ce soir-là, Fern arrive à l'auberge et trouve Friran déjà là. Elle s'excuse d'être arrivée en retard et se installe rapidement. Peu après, Friran l'invite à sortir pour un rendez-vous dessert et Fern la suit à contre-cœur. Lorsqu'elle arrive à la boutique de dessert en plein air, elle contemple la vue incroyable sur l'horizon. Et Friran dit à son apprenti de choisir ce qu'elle veut, puisqu'elle a économisé pour cela depuis tout ce temps. Fern parle du dessert préféré de Free, le pudding Mercure, et cela l'aide à se souvenir d'un de ses souvenirs avec les garçons quand ils étaient plus jeunes. À l'époque, Friran était assez triste de ne pas connaître leur nourriture préférée. Alors ils lui ont dit tout ce qu'elle devait savoir. Ensuite, Friran sort la boîte de tout à l'heure et la tend à Fern, qui se souvient soudain que c'est son anniversaire ce jour-là. Fern ouvre la boîte et trouve un magnifique ornement pour les cheveux, et remercie Friran dans son chemin pour le cadeau, et aussi pour essayer de la connaître. Le lendemain, Friran et Fern se lèvent pour continuer leur voyage vers leur prochaine aventure. En chemin, Fern demande à sa maîtresse à quoi elle doit s'attendre avec ce voyage, et Friran dit qu'elle cherche à recréer les aventures qu'elle a eues avec Himmel et les autres, afin que tout ne disparaisse pas dans ses souvenirs. Ayant entendu cela, Fern a souri pour la première fois, quand Friran a dit quelque chose qui avait du sens pour elle. Elle finit par taquiner sa maîtresse un peu, avant de se taire et de continuer leur voyage. Lorsqu'ils obtiennent un vieux parchemin de terre, Friran décide d'apprendre à Fern quelques leçons sur la magie défensive. Après avoir évalué ses capacités au combat, Friran augmente la difficulté et effectue une attaque à 360 degrés sur elle. Bien que Fern finisse par mordre la poussière pendant l'entraînement, elle apprend tout de même une chose ou deux de son maître. Après s'être entraîné pour la journée, le duo a continué son voyage. En route vers leur destination finale, elle parle de magie défensive et des meilleures conditions pour la lancer. D'après la façon dont Fern parle de la magie, Friran se rend compte qu'elle n'a pas lu le livre d'histoire magique. Elle gronde son élève et l'appelle une lenteur pour être paresseuse dans ses études. Fern prend l'insulte et continue son voyage avec son maître. Au fil du temps, ils arrivent au prochain village où Friran rencontre un visage familier, qui l'amène là où le sage corrompu Cal était scellé. Pour un peu de contexte, Cal est un démon qui a semé le chaos sur le territoire de l'État il y a 80 ans avant d'être scellé par le héros Himmel et son groupe. Friran sait que le sceau aurait faibli avec le temps, donc elle était là pour vaincre définitivement le démon. Au fur et à mesure qu'ils avancent, l'homme âgé raconte à Friran que Himmel venait autrefois visiter chaque année jusqu'à ce qu'il arrête de venir il y a environ 30 ans, juste pour vérifier l'état du phoque. Chaque fois qu'il visitait, il appelait Friran une mauvaise personne, pour ne pas l'avoir visité du tout. Heureusement, Friran n'a pas oublié le phoque, et elle est ici pour tenir sa promesse et détruire le monstre une bonne fois pour toutes. Quand ils arrivent au phoque, Friran sent le phoque et réalise qu'il est devenu instable, alors elle décide de se reposer pour la nuit et de revenir le lendemain pour vaincre Cal. Cette nuit-là, Fern demande à son maître pourquoi il a scellé Cal et ne l'a pas détruit à l'époque. Friran dit que c'est parce qu'il était bien trop puissant pour qu'il puisse le battre. Même en tant que démon, le mage Cal était toujours craint comme un puissant magicien par les humains. Des centaines des sorts qu'il a créés à l'époque sont encore utilisés aujourd'hui, et ils ont Cal à remercier pour cela. Après avoir sorti des statistiques folles pour montrer à quel point le démon est puissant, Fern a peur et demande à son maître si elle peut affronter un tel ennemi. Friran se lève simplement et lui demande si elle a vraiment lu le livre de magie. À ce moment-là, Fern déglutit et dit non, pour éviter de gaspiller plus d'énergie en bavardage. Friran s'endort et se prépare pour le grand jour.
Le lendemain, Friran et Fern s'approchent du sceau démoniaque armé et prêt à combattre. Quand le moment est venu, Friran dissipe le sceau et ramène le démon à la vie. Dans les premières minutes de sa nouvelle vie, qu'elle se remémore les vieux temps avec son Sailor, Friran, et demande des nouvelles du roi démon. Quand il apprend que Friran a tué son roi démon, le grand démon décide de venger son roi. Il tend la main en avant et lance le seul sort destructeur qu'il connaît. Zoltrak. Mais cette fois, il est choqué lorsque la défense de Fern bloque avec succès l'attaque. Alors qu'il se demande comment Fern a pu bloquer le sort d'attaque le plus puissant qu'il ait jamais créé, Friran explique à quel point les humains ont étudié son sort au fil des décennies pour développer de nouveaux sorts capables de contrer une attaque aussi puissante. Maintenant, Zoltrak n'est qu'un sort offensif ordinaire, qui ne représente aucune menace pour n'importe quel mage. Avec cela, Cal analyse le sort de défense et réalise qu'il doit consommer beaucoup de mana. Tout ce qu'il a à faire, c'est d'augmenter sa puissance d'attaque et de les fatiguer. Lors de sa prochaine attaque, Friran dit à Fern de se souvenir de son entraînement et de se protéger, pendant qu'elle fait quelque chose dans l'ombre. Pendant les prochaines minutes, Cal concentre toute sa puissance d'attaque sur Fern, qui bloque chacun de ses coups. Ce qu'il ne réalise pas, c'est que Friran est déjà en train de préparer quelques friandises pour lui. Quand il s'en rend compte, il est déjà trop tard alors qu'elle libère la même magie d'attaque et l'utilise pour le détruire. Qu'elle devient instantanément un démon du passé, et Friran retourne au village pour annoncer la bonne nouvelle. Là, elle remarque le chapeau bizarre et se souvient que le vieil homme était le gamin qui lui avait levé la jupe il y a des années. Comme le temps passe vite, dit-elle, et elle sourit en pensant à la façon dont les humains vivent leur vie. Après avoir reçu leur récompense, elle chevauche avec Fern pour continuer son voyage vers la prochaine ville. Et en chemin, elles discutent comme de vieilles amies et profitent du paysage. Un an plus tard, Friran et Fern visitèrent le canal de Gratz, situé dans les terres centrales, pour faire quelques travaux et rassembler de la magie populaire avant de poursuivre leur voyage. Après avoir exploré la région pendant quelques jours, elles ont enfin l'occasion de parler à un vieil homme qui les emmène aux eaux polluées de la plage et leur demande d'aider à les nettoyer. En paiement, il leur offre un faux livre qui aurait été écrit par Flamme, le mage légendaire. Friran vérifie le livre et demande à l'homme si c'est le seul grimoire qu'ils ont dans leur village. Quand l'homme dit oui, elle décide quand même d'aider l'homme à nettoyer la plage. Fern lui demande pourquoi elle a accepté ce travail, et Friran dit que c'est parce qu'elle a choisi de le faire pour elle-même. En disant cela, les deux se mettent au travail. Quelques mois plus tard, pendant l'hiver froid, on voit Fern sortir acheter de la nourriture dans le magasin local un matin, et en rentrant dans leur chambre. À l'auberge, elle est dégoûtée par l'état du lieu. Comme il s'avère, elle avait rangé le lieu la veille, mais alors que elle a réussi à mettre le bazar dans tout l'endroit avant d'aller se coucher. Agacée par le retard de Free, elle lui arrache le livre du visage et la force à se réveiller. Après l'avoir habillée, Fern pousse sa maîtresse vers la plage pour qu'elle puisse continuer à travailler. Après avoir atteint un jalon, Fern s'arrête pour demander si Friran a toujours été aussi en retard et irritante. Friran s'excuse pour son retard et lui fait savoir qu'elle n'a jamais été une personne du matin. En entendant cela, Fern lui demande si elle a déjà eu des ennuis, juste à cause de ça auparavant, et Friran dit qu'elle en a eu une fois. Avec ça, ils continuent à empiler le bois en une pile. Quand ils ont fini, ils brûlent le tout, et se mettent à table pour le dîner ce soir-là. Là, leur employeur leur demande où on est. Le travail, et Friran lui dit qu'ils ont presque terminé. L'homme leur demande alors poliment s'ils peuvent accélérer tout le processus afin qu'ils puissent finir avant le festival du Nouvel An pour qu'ils puissent tous assister au lever du soleil le jour J. Friran l'ignore et continue de manger son repas. Le lendemain matin, pendant le travail, Fern lui demande si elle a déjà vu le lever du soleil auparavant. Friran répond en lui disant qu'elle n'a jamais été une grande fan des levées de soleil et tout ça. Pour éviter d'autres questions, Friran se dépêche de finir le travail pour pouvoir terminer rapidement. Au cours des semaines suivantes, ils font de leur mieux pour accélérer les choses et accomplir autant de travail que possible afin de déblayer les débris avant le Nouvel An. Après plusieurs heures épuisantes de transport et de combustion de terre, ils finissent enfin le travail. Ensuite, le soir du réveillon du Nouvel An, ils effectuent des tests sur la qualité de l'eau jusqu'à ce qu'ils confirment enfin qu'ils ont terminé le travail. L'homme les visite ce soir-là et fait promettre à Friran d'être présente pour le lever de soleil le lendemain. Sur le chemin du retour à l'auberge, Fern demande à Friran comment elle va se réveiller si tôt le lendemain, et Friran lui dit qu'elle va juste rester éveillée toute la nuit et dormir juste après avoir vu le lever du soleil. Cette nuit-là, Friran se remémore des souvenirs alors qu'elle se rappelle d'un souvenir qu'elle avait de ses amis, à l'époque où ils étaient ensemble et beaucoup plus jeunes. Très tôt le lendemain matin, Fern se réveille pour trouver la pauvre Friran endormie. Avant que le soleil ne se lève, elle traîne sa maîtresse jusqu'au point de vue populaire et la fait se tenir près des barrières pour voir le lever du soleil. Heureusement, le soleil projette une lueur jaunâtre rouge sur la mer et la ville elle-même. Friran s'ennuie vite et demande à Fern de la ramener chez elle. Cependant, Fern lui fait savoir qu'elle semble s'amuser un peu puisqu'elle sourit de toutes ses dents depuis qu'elles sont arrivées.
Frenren réalise soudain à quel point les mots de Fern sont vrais, alors elle reste un peu plus longtemps. Peu après, Friran se rappelle un autre souvenir qu'elle a eu avec ses amis quand ils ont visité les tombes des membres de la famille d'Ison. Au cimetière, Hyder le prêtre se penche pour prier pour les âmes des défunts, leur souhaitant un passage en toute sécurité vers le paradis. À l'époque, Ison ne croyait pas au ciel, donc, il contestait l'existence d'un tel endroit fictif. Heureusement, le prêtre a pu convertir à la fois Ison et Himmel, pour qu'ils acceptent la commodité qui accompagne la croyance au ciel. Près de 30 ans plus tard, Friran arrive au même endroit avec son apprenti et trouve un Ison vieux et frétillant priant pour les mêmes personnes encore une fois. Elle s'arrête en voyant le nain et demande à passer du temps avec lui. Bien qu'il soit offensé par sa rudesse, Ison accueille quand même Friran et son apprenti. Autour d'un thé, Friran demande à Ison de lui dire ce dont il a besoin pour qu'elle puisse le faire pour lui. Ison lui fait savoir qu'il a écrit à Hyder ces dernières années. Donc il sait que Friran lui a posé la même question bien avant sa mort. Friran fait semblant d'être plus surprise d'entendre cela, et Ison dit qu'elle ne savait pas, parce qu'elle ne se souciait pas d'en savoir plus sur eux du tout. Après toutes les petites conversations, Ison emmène Friran à Volbazin, un endroit qu'elle a visité il y a longtemps. Quand ils arrivent, Friran demande à Ison de lui dire pourquoi il l'a amenée ici, et il dit qu'elle est là pour l'aider à trouver le vrai grimoire du mage légendaire Flamme. Friran pose quelques questions, et réalise bientôt qu'Hyder a fait un progrès constant dans sa recherche de la vraie affaire. Ils arrivent bientôt dans une grande forêt avec une végétation dense, où le nain viking leur dit de chercher un grand arbre. Après avoir mentionné quelque chose d'absurde, ils se mettent enfin à chercher l'arbre. Cette fois, Friran prend en compte les sentiments de Frenren, et pousse Ison à chercher rapidement pour que Fren ne soit pas trop en colère contre elle, ce qui fait sourire Ison. Quelques semaines après avoir cherché partout le grand arbre, ils font enfin des progrès. Alors qu'ils poursuivent leur piste, Friran demande à Ison pourquoi il est si déterminé à trouver le grimoire, et Ison dit que c'est parce qu'il a de la peine pour elle. Quand elle demande une explication, Ison dit qu'il se souvient à quel point elle était triste aux funérailles de Himmel, quand elle ne cessait de souhaiter avoir pu mieux le connaître. Donc, pour l'aider à rencontrer et converser avec l'esprit de Himmel, il va chercher des notes de Flamma, et découvrir comment converser avec les morts. Comme Flamma elle-même avait écrit la procédure dans ses notes. Friran dit à Ison qu'elle se moque de voir Himmel maintenant. De plus, ces textes sont réputés être des contes de fées. Ison rit et lui fait savoir que tous les sorts magiques ont commencé comme des contes de fées aussi, donc il n'y a rien à craindre. De plus, il a déjà discuté des choses avec Hyder, et ils ont élaboré le plan ensemble. Le mieux qu'elle puisse faire en ce moment est d'honorer le plan. Quand ils arrivent au grand arbre, Friran s'approche, et se souvient du moment où Flamma a planté l'arbre. C'était il y a 1000 ans, quand Friran était encore beaucoup plus jeune. Ce jour-là, Flamma avait planté cet arbre pour grandir autour de sa maison, et garder son livre de connaissances secrets des yeux indiscrets. Avant de quitter les lieux, elle fait savoir à Friran qu'un jour, elle se sentira obligée d'y retourner et de récupérer le livre. Maintenant qu'elle y est, Friran utilise sa magie pour déverrouiller le bouclier afin qu'elle puisse accéder à la pièce au-delà du grand arbre. Fern est un peu choquée de voir Friran agir comme si elle connaissait bien l'endroit. Mais quand Aizen lui dit que Friran était autrefois l'élève de Flamma, elle se tait. En vérifiant le livre, elle découvre l'endroit appelé Oriol par Flamma, situé du côté nord du continent. Selon Flamma, elle a trouvé et parlé avec les âmes de plusieurs amis décédés, et souhaitait que Friran puisse voir un tel endroit. Fern devient intéressé par l'emplacement et demande son maître de vérifier où se trouve l'endroit. Friran vérifie et se rend compte que l'endroit existe à Endi, qui se trouve être le même endroit où se trouve le château du roi démon. Friran hésite initialement à y voyager, mais ensuite Aizen lui fait promettre de visiter l'endroit pour qu'elle puisse parler avec Himmel. Une fois tout dit et fait, Friran quitte les terres centrales, avec Aizen, pour se rendre au château du roi démon. En chemin, Friran s'endort et murmure à tout le monde sur le froid des régions nordiques. Fern s'inquiète bientôt et demande à Aizen le nain d'expliquer. Que s'est-il passé pour qu'elle en arrive à effrayer son maître de cette manière? Aizen dit à Fern que la partie nord du continent reste aussi froide que toujours, donc il devrait être prêt. Fern garde la bouche fermée et continue le voyage, jusqu'à ce qu'elle en ait assez de voir Friran agir négligemment. Aizen lui demande bientôt des nouvelles de Friran comme un bon maître, et Fern raconte tous que de choses étranges elle a rencontrées lors de son voyage avec Free. En fin de compte, elle qualifie Friran de personne étrange, qui ne semble apprécier rien en particulier. Ayant entendu la version de Fern sur Friran, Aizen prend un moment pour se rappeler une autre. Le souvenir qu'elle avait de Friran la première fois qu'elles ont vu la pluie de météores. Avant qu'Hyder n'interrompe toute cette discussion déprimante, Himmel et Aizen essayaient de convaincre Friran de prendre un apprenti, pour que ses voyages ne deviennent pas ennuyeux. Finalement, Aizen décide que Friran doit être une bonne maîtresse avant qu'il ne retourne chez lui pour qu'il puisse se détendre.
Après avoir dit au revoir au vieux nain, Aizen souhaite bonne chance à Friran pour son voyage car cela prendra beaucoup de leur temps. Friran s'arrête pour penser à la dernière fois qu'elle a été dans un tel endroit. Quand elle a fini, elle se tourne vers Fern et lui fait savoir que leur voyage ne durera que 10 ans. Alors que le maître et l'apprenti entament leur voyage, Fern prend un moment pour se souvenir de la dernière fois où elle a pu discuter longuement avec Hyder avant sa mort. À l'époque, Hyder essayait de la convaincre de se comporter bien, sous la tutelle de Friran, sinon il la hanterait. Quand Fern comprend ses tours, elle riposte et fait rire l'homme âgé. Alors que ce merveilleux souvenir s'estompe dans le néant, Fern se réveille en dormant sur les épaules de Friran. Friran, en notant que son apprenti est réveillé, lui dit de rester alerte car ils arrivent à leur prochaine destination, qui est la région de Willy dans les terres centrales. Fern fait ce qu'il faut, et avec le temps, ils arrivent en ville pour se détendre. Quelques minutes plus tard, ils s'arrêtent dans un magasin pour acheter des provisions. Là, la femme qui gère l'endroit les avertit au sujet des fantômes terrifiants qui hantent le passage de montagne qu'ils doivent traverser en quittant la ville. Friran devient un peu curieuse et lui demande plus d'informations sur les fantômes. Pour ainsi dire, pensant que les fantômes pourraient simplement être des monstres morts-vivants et autres. La femme, cependant, lui dit de demander aux gens du coin pour obtenir plus d'informations. Avant de retourner à l'auberge, Friran demande aux gens qui sont là de lui donner plus d'informations sur les fantômes qui rôdent dans le passage de montagne. D'après leurs recherches, ils réalisent que les fantômes rôdant dans le col de la montagne sont les fantômes de proches essayant désespérément de se reconnecter avec leurs parents vivants. Quand ils arrivent à l'auberge, Friran explique les principes de fonctionnement des morts vivants, disant à Fern qu'ils ne sont que des cadavres contrôlés par la magie et tout ça. Sauf que cette fois, ces fantômes ne ressemblent en rien à des morts vivants. En entrant dans leur chambre, Friran semble effrayée par ce qu'elle ressent que le monstre pourrait ressembler, et presse Fern d'essayer d'oublier, essayant de déchiffrer à quoi pourrait ressembler le monstre. Avant d'aller se coucher, Friran prévoit qu'il quitte le village le lendemain, mais Fern la convainc de rester et d'aider. Alors, le lendemain matin, les deux partent vers la montagne, pour enquêter sur la région des apparitions de fantômes. Quand ils arrivent dans la région où les villageois disparaissent, Fern se met en alerte maximale et informe son maître de l'illusion que les monstres utilisent pour attirer les gens dans leurs pièges et les emmener. Friran reconnaît un monstre particulier qui est doué pour utiliser ce genre de magie, et appelle son nom un somme. Un somme est un monstre particulièrement avide et rusé qui ne consomme que des humains. Il fait cela en invoquant des fantômes pour imiter l'apparence des proches des victimes, juste pour les attirer dans sa tanière et les dévorer. Heureusement, le monstre ne pose aucun problème aux mages, car ils peuvent l'abattre avec des sorts offensifs à haute mana. Friran demande à Fern si elle peut vraiment abattre une apparition de quelqu'un comme Hyder sans se sentir coupable par la suite. Fern lui dit de ne pas s'inquiéter pour elle du tout, alors ils continuent leur route. Au fil du temps, l'atmosphère autour d'eux finit par se transformer en un environnement brumeux et sombre. Fern et son maître se préparent, armés et prêts, à affronter et abattre tout fantôme qui apparaîtrait devant eux. Quelques secondes plus tard, Hyder apparaît derrière Fern et l'appelle. Fern se tourne pour voir l'apparition de Hyder, mais juste avant de l'abattre. Hyder ne dit que des choses merveilleuses. D'un doux souvenir que Fern avait chéri de lui. Alors, elle finit par se figer et écouter le fantôme la tromper avec des mots doux. Friran comprend ce qui se passe, alors elle se prépare à s'occuper de Hyder elle-même. Alors qu'elle est sur le point de le faire, Himmel apparaît également devant elle. Imperturbable face à l'horrible apparition, Friran demande à Himmel de dire tout ce qu'il a à dire et Himmel lui dit de lui tirer dessus. Alors Friran lui tire dessus sans sourciller et cela incite Fern à en faire de même. Quand elles ont enfin fini de tirer, Fern se décompose un peu alors qu'elle revient à la réalité. Friran lui dit de garder son calme pour qu'elle puisse faire face au véritable Hyder quand elles arriveront à Auriol. En entendant cela, Fern redevient normale et continue de suivre sa maîtresse. Après avoir voyagé quelques heures de plus, le duo arrive enfin au Canyon Royal, situé dans les terres centrales. Là, elle se cache de la vue en remarquant un dragon de feu rouge dormant dans son nid. Friran examine le tas de déchets que le dragon fou avait volé aux aventuriers du passé, mais ensuite elle remarque un grimoire, et devient immédiatement très intéressée à l'acquérir. Pour ce faire, cependant, ils devront sortir le dragon d'une manière ou d'une autre. Pour leur première tentative, Friran demande à Fern d'attaquer le dragon avec un sort offensif normal. Quand cela ne fonctionne pas et que le dragon se réveille, elle abandonne Fern, la laissant seule face au dragon. Fern ne met pas longtemps à réaliser à quel point le dragon est dangereux, alors elle s'enfuit et retrouve sa maîtresse dans un endroit sûr. Après une longue réflexion, elle décide finalement qu'elles auront besoin d'un compagnon. Cette nuit-là, elle retourne voir Aizen et discute avec lui. Aizen leur dit de chercher son ancien apprenti, Stark, qui vit maintenant dans un village près du canyon. Friran demande à Aizen si le gars est un bon guerrier, mais Aizen reste silencieux. Le lendemain, ils atteignent enfin le village et cherchent tranquillement le type. En chemin,
Fern lui demande à propos du grimoire dans le nid du dragon. Et Friran dit que le livre contient un sort qui peut voir à travers les vêtements des gens. Alors qu'ils se disputent sur l'utilité du sort, une grand-mère apparaît et leur fait savoir que Stark les cherche. En route vers la cachette de Stark, la femme raconte l'histoire d'origine du héros, Stark. Il s'avère que le dragon a attaqué le village il y a 3 ans, puis est parti après un long stand-off avec Stark, qui semblait être apparu de nulle part. Après avoir entendu une telle histoire courageuse, Friran et Fern deviennent optimistes à l'égard de Monsieur Stark. Quand ils arrivent enfin sur son terrain d'entraînement, ils s'approchent de la rousse espiègle, qui essaie de montrer la cicatrice qu'il a reçue lors d'un combat plus tôt dans sa vie. Dès qu'il découvre l'identité de Friran, il se met sérieusement à demander si son maître les a envoyés pour le ramener chez lui. Friran lui dit qu'elle a besoin de son aide pour devenir leur avant-ligne, afin qu'ils puissent tous vaincre ensemble le dragon solaire rouge. Avant de dire oui à leur demande, Stark demande à Friran pourquoi elle veut tant le grimoire dans son nid. Friran lui dit que c'est parce qu'une amie à elle a complimenté les sorts qu'elle a utilisés pour collecter, donc c'est pour ça. Après avoir entendu toutes les absurdités qu'elle vient de dire, Stark finit par accepter de faire le travail, mais demande ensuite à Friran si elle peut vaincre le dragon. Friran lui dit que s'il peut occuper le dragon pendant 30 secondes, alors elle peut invoquer un sort assez puissant pour abattre le dragon. En réponse, Stark leur demande pourquoi il doit faire une telle chose. À ce stade, Friran lui demande simplement s'il a de l'expérience à combattre des monstres. À ce moment-là, Stark abandonne son rôle de fort homme et éclate en larmes en suppliant Friran de sauver sa vie pathétique. Selon lui, il a eu une chance incroyable il y a 3 ans, car il a été congelé jusqu'à ce que le dragon s'enfuit. Peu après, les villageois ont décidé de le glorifier et de le nommer héros. Friran est totalement dégoûté par son impressionnante démonstration de lâcheté et demande à son maître de renoncer à ce serment. Friran, cependant, avance seulement pour voir la crevasse dans la montagne derrière Stark. Après l'avoir ressenti pendant un moment, elle s'en va et dit à Stark de se ressaisir. Plus tard dans la nuit, Friran et Firon discutent du héroïsme de Stark avec les propriétaires du pub. Quand Firon s'est montrée présomptueuse avec ses abus, Friran lui a rappelé à quel point elle était pathétique. Lors de son premier combat contre des monstres, Firon se tait et finit son repas à temps. Peu après, Friran part pour l'auberge et pousse Firon à vérifier le débile avant d'aller se coucher. Alors que Firon se met en route, Friran se rappelle de sa rencontre avec Aizen il y a quelques semaines, et finit par comprendre l'histoire d'origine du pauvre type. Quant à Firon, elle arrive sur le terrain d'entraînement de Stark, seulement pour le trouver en train d'étendre la fissure dans la montagne tout en continuant de s'entraîner. Elle l'interpelle avec incrédulité, et Stark la fixe en retour. Quand elle reprend enfin ses esprits, elle lui demande pourquoi il s'entraîne aussi dur alors qu'il est si déterminé à ne pas combattre le dragon. Stark commence une autre session de bavardage, disant à Fern qu'il s'entraîne juste pour le spectacle, car les villageois semblent penser que sa présence là-bas est ce qui empêche le dragon d'attaquer. Fern répond et lui demande ce qu'il prévoit de faire si le dragon attaque le village. Stark lui dit qu'il devra défendre le village une fois ce jour-là venu. D'un autre côté, il lui fait savoir qu'il pourrait aussi s'enfuir. Quant à la cicatrice sur son front, Stark dit qu'il l'a reçue de son maître, et non du dragon, lorsqu'Aizen a été déçu par lui. Fern prend sa main rugueuse et lui fait savoir qu'elle pense qu'il restera si le dragon attaque. Stark se sent un peu mal à l'aise et demande à Fern si elle essaie d'être ringarde. Fern s'explique en lui parlant de sa première rencontre avec un monstre et comment elle l'a géré. Fern l'a laissé faire tout le travail difficile elle-même, et, pendant la première moitié du combat, elle a couru pour sauver sa vie. Finalement, elle a trouvé suffisamment de détermination pour affronter le monstre et le détruire en un rien de temps. Cela dit, Fern fait savoir à Stark que sa détermination à protéger le village est réelle, et c'est suffisant pour abattre 10 dragons rouges solaires si cela est possible pour protéger le village. Après son départ, Stark pense à ce que Fern a dit plus tôt et renforce sa détermination. Fern retourne à l'auberge et fait rapport de sa rencontre avec Stark à son maître. Le lendemain, ils retournent au terrain d'entraînement de Stark, et sont déçus de ne pas le trouver là. Après avoir essayé de faire jouer Fern à chat avec le dragon, Stark finit par arriver pour faire ce qu'il faut. Avant de combattre le dragon, Friran demande à Stark pourquoi il tient tant au village. Stark dit que c'est parce qu'il a appris à apprécier ses habitants les 3 dernières années et ferait n'importe quoi pour les protéger. En entendant cela, le trio arrive au nid du dragon. Là, Friran remarque que les mains de Stark tremblent et rit un peu. Quand Stark essaie d'en faire tout un plat, Friran lui dit qu'elle rit. Parce que c'est exactement comme cela que son maître se sentait avant d'affronter un grand ennemi. Avec cela, Stark avance et se retrouve devant le dragon, incertain de ce qu'il doit faire. Il sait qu'il doit occuper le monstre pendant 30 secondes, alors il rassemble assez de courage pour affronter ses peurs et combattre le dragon. Alors qu'il s'approche du dragon, il comprend quelque chose sur son maître et se rend compte qu'il est acceptable d'avoir peur. Du moment que vous avez la détermination de faire face à vos peurs. Au fil du temps, le combat commence et Friran comprend bientôt pourquoi Aizen avait frappé son élève à l'époque dans sa maison. Apparemment, Aizen n'était ni déçu ni en colère contre son élève. Plutôt,
il avait juste peur de la puissance que Stark possédait, une telle puissance, que son corps a réagi par réflexe et a attaqué le petit garçon. Aizen se rend compte de la puissance que son élève aura dans le futur et devient très optimiste quant à sa croissance. Maintenant que Stark est profondément engagé dans le combat, il fait tout dans sa capacité à se défendre contre les attaques du dragon. Quand il prend l'avantage, Stark porte une attaque dévastatrice qui maîtrise le dragon. Avec 30 secondes écoulées, Stark crie à Friran pour qu'elle attaque le dragon. Free, qui savait déjà que le dragon était mort, ne fait rien et ne révèle la nouvelle qu'à l'idiot après avoir assez subi d'insultes de sa part. En quelques minutes, les filles descendent et remercient Stark d'avoir pris soin du dragon pour elles. Peu après, Friran et son apprenti explorent la montagne d'ordures laissée par le dragon. C'est là que Stark parle des choses que son maître lui avait dites, au sujet de l'elfe fouillant dans les ordures devant lui. Friran se souvient de la nuit où elle a préparé de la glace râpée à partir d'un de ses tours de magie pour impressionner ses compagnons de voyage, alors qu'Aizen ne voyait pas le sens d'un tel gadget inutile. Himmel le héros en était convaincu. Le lendemain, Stark dit au revoir au village et part avec les filles, après avoir reçu leur cadeau pour avoir vaincu le dragon. Après avoir voyagé quelques mètres de plus, il s'arrête pour utiliser le sort dans le grimoire. Finalement, il demande au gars ce qu'il va faire à partir de maintenant, et Stark dit qu'il va voyager avec eux. Après avoir voyagé encore quelques jours, ils arrivent enfin à la citadelle de Val. En arrivant, ils rencontrent le grand gardien du poste de contrôle des Terres du Nord qui leur refuse l'entrée au-delà des portes du poste de contrôle car il pense que l'autre côté, c'est-à-dire les Terres du Nord, est trop dangereux pour qu'ils puissent s'en occuper. Quand il est appelé chez les Castellans, l'homme grand se lève et met en garde Friran et les enfants pour qu'ils fassent attention et se conduisent bien avant de partir répondre aux Castellans. Peu après son départ, Friran et les autres explorent la ville et continuent à y séjourner jusqu'à ce qu'ils finissent par passer le poste de contrôle et tout le reste, ce qui pourrait prendre quelques années. Stark et Fern échangent des regards surpris face aux nonchalances de Freyr. Quand elle s'en va faire ce qu'elle a à faire, le duo se sépare pour profiter de la ville. Quant à Stark, il se dirige vers le restaurant le plus proche pour déguster de délicieuses friandises géantes, dont il se plaint et se lamente. Peu après, Fern entre pour le rejoindre et s'assoit près de lui, après avoir commandé un verre de lait. Stark lui demande pourquoi elle a l'air si en colère. Et Fern commence par demander au gars s'il est d'accord pour passer 2 années de plus dans la ville, à juste attendre que les portes de contrôle s'ouvrent. Quand Stark dit non, elle l'encourage à venir avec elle pour qu'ils puissent tous les deux chercher un moyen facile de se tirer de cette ville. Quand ils sortent, Stark suggère de voler au-dessus du grand mur, mais, malheureusement, il y a aussi une barrière qui empêche cela. Au cours des scènes suivantes, il demande aux villageois et aux autochtones s'ils ont des indices. Quand ils n'en obtiennent aucun, Fern abandonne, mais pas Stark. Il leur conseille d'essayer de demander au gars du marché noir des informations sur les portes de contrôle. Fern accepte immédiatement ce plan et se met à demander à chaque vaurien qu'il trouve dans les bidonvilles de la ville. Après avoir passé de longues heures à demander des faveurs, ils n'obtiennent toujours rien. Stark décide de visiter la station de garde ensuite, n'ayant plus rien à perdre. Avant d'en arriver là, Fern lui demande pourquoi il est si désespéré de passer le portail de contrôle. Stark dit que c'est parce qu'il n'a pas beaucoup de temps. Fern lui demande comment cela se fait-il, et Stark dit qu'il doit rentrer à temps pour raconter à son vieux maître fragile beaucoup d'histoires de ses aventures folles avec Fern et Friran. Il pense que c'est la seule façon de rembourser sa dette envers son maître pour s'être occupé de lui, et s'il prend trop de temps, alors Aizen pourrait mourir avant qu'il ait la chance de dire merci. Fern prend en compte la réflexion du type et retourne à leur recherche. Après avoir erré dans les rues de la ville pendant encore quelques heures, Fern trouve enfin Friran qui essaie de se cacher. Bientôt, Stark commence à la questionner, pensant que Friran a causé des problèmes une fois de plus. Cette fois-ci, Friran dit qu'elle faisait ses courses, comme d'habitude, et ils l'ont juste suivie. C'est alors que le garde de tout à l'heure apparaît et s'incline pour s'excuser auprès de Friran d'avoir été si impoli avec elle plus tôt. Peu après, le Castellan fait également son apparition pour lui rendre hommage. Il se trouve que le village a beaucoup de respect pour l'elfe, donc il lui donne un accès facile pour passer par les portes de contrôle afin qu'elle puisse accéder aux terres du Nord sans aucun problème. Ensuite, les villageois s'alignent tous pour observer la visite de Fern, et bien que le traitement spécial ne soit pas quelque chose qu'elle apprécie, Friran n'a d'autre choix que d'aller de l'avant. Alors qu'il quitte le village pour les terres du Nord, Friran souhaite avoir plus de temps pour en apprendre davantage sur la magie du village. Lors de leur voyage vers leur première ville dans les terres du Nord, Friran se retrouve à rêver de son temps avec les héros pendant leur aventure de 10 ans. À l'époque, Friran venait de recevoir un grimoire imitation du grand mage Flamme et se plaignent de la folie dont peuvent faire preuve les gens lorsqu'ils cherchent à escroquer les autres. Peu de temps après avoir rêvé pendant quelques heures, elle se réveille et trouve ses compagnons, Fern et Stark, en train de préparer le petit déjeuner pour tous les trois. C'est Fern qui est la première à remarquer que son maître est réveillé. Elle est choquée que Friran puisse se réveiller aussitôt. Avant de se rendormir, Fern masse rapidement Friran et lui donne à manger.
Ainsi, Friran sera pleinement éveillé et ils pourront continuer leur voyage vers la première colonie des Terres du Nord. Lorsqu'il arrive à Angrod, situé dans les Terres du Nord, Friran et ses amis s'arrêtent pour aider à dégager une avalanche bloquant le chemin vers la ville la plus proche. Le voyageur qui a demandé leur aide se tient à côté et regarde les héros faire leur travail. Tandis qu'ils travaillent, l'homme s'assure de les remercier grandement pour l'aide qu'ils lui apportent. À un moment donné, Stark se lasse et demande à Friran pourquoi ils n'ont pas pu utiliser la magie pour faire passer le carrosse de l'homme de l'autre côté de l'avalanche. Friran dit que s'ils font ça, alors les autres voyageurs seront piégés comme cet homme. Stark comprend son point et se tait jusqu'à ce qu'il soit à mi-chemin de dégager les pierres. Bientôt, il demande à l'homme pourquoi les glissements de terrain se produisent dans cette région, et le vieil homme dit que c'est à cause des guerres constantes avec les démons. Stark hoche la tête en accord et se lance d'une manière ou d'une autre dans une autre plaisanterie, avec la charmante fougère qui continue de l'appeler Monsieur Stark. Après avoir surmonté leur petite querelle, ils terminent leur travail et suivent enfin le vieil homme jusqu'à sa ville pour se reposer pendant quelques jours. Sur le chemin, le vieil homme s'émerveille en découvrant que Friran est une elfe, car il n'en a jamais vu auparavant. Là, Friran explique l'indifférence de son espèce. Ressentiment qu'ils éprouvent à l'égard de la reproduction et leur amour de la solitude. Quand ils arrivent aux portes de la ville, ils constatent que l'atmosphère est plus animée que d'habitude. L'homme âgé leur explique que la ville se prépare pour la fête de la libération, c'est-à-dire une célébration du jour où Himmel et sa bande de héros sont venus et ont vaincu le roi démon. Friran refuse de renoncer à son identité, alors elle continue simplement à poser des questions bizarres sur un tel jour. Finalement, elle se souvient d'un autre souvenir d'Himmel qui agissait comme un rustre et donnait de véritables raisons pour lesquelles il aime faire ériger des statues en leur honneur. Friran ne s'en souciait pas à l'époque, mais Himmel voulait que ces statues soient érigées, pour que Friran ne se sente pas seul quand ils sont tous partis. Cette nuit-là, Friran et ses amis voilés statues que la ville a si bien décorées en leur honneur. Après avoir débité des absurdités sur les traditions et tout, ils s'endorment et quittent la ville le lendemain. Avant d'aller loin, Stark demande à Friran de lui dire où ils vont, et Friran lui dit au paradis. En entendant cela, Bro se tait simplement. Quelques semaines plus tard, le trio arrive dans le domaine de Gravgrana, qui est également situé dans les Terres du Nord. Au début, Friran ressent la ville comme normale, jusqu'à ce qu'elle perçoive quelque chose d'étrange. Magie démoniaque. Sans avertissement, elle se prépare et pointe sa baguette dans la direction de la magie démoniaque. C'est alors que 3 démons apparaissent par la porte devant eux avec Gravgrana. Et Friran se prépare à faire sauter la tête de l'enfoiré. Heureusement, les gardes ont réussi à l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Bientôt, le Graf et l'émissaire démon de la paix, Lord Lunier, s'approchent de l'imposteur pour examiner à quel point cette personne est forte. Lunier demande à Graf de s'assurer qu'il n'est pas celui qui a envoyé l'assassin après lui. Granat lui assure que Friran agit de son propre chef. Lunier croit Graf et se penche pour examiner son nouvel ennemi. Après un peu de conversation agressive avec le mage, Graf fait jeter Friran dans la prison en attendant. Des heures plus tard, Stark et Fern rendent visite à leur maîtresse en prison. C'est là qu'ils lui disent qu'elle a été condamnée à 2 ans de prison, et Friran se contente de hausser les épaules comme si de rien n'était. Quand ils abordent le sujet principal, Fern demande à sa maîtresse si elle sait Dora la guillotine, et Friran lui dit que le démon est membre des 7 les sages de la destruction qui ont servi le roi démon. Pour continuer, Fern dit que le démon se bat contre la ville depuis des siècles depuis qu'elle a retrouvé son pouvoir perdu et n'a jamais rencontré quelqu'un d'aussi fort qu'elle pour la vaincre. Maintenant qu'ils se sont battus pendant des années, ils sont ici pour un traité de paix. Friran se moque de la tentative évidente du démon de détruire la ville de l'intérieur. Cependant, lorsque Stark ne croit pas que les démons aient des intentions cachées, Friran décide d'éduquer le pauvre type sur la dangerosité de ces démons. Elle leur raconte l'histoire de sa dernière rencontre avec des démons, il y a environ 80 ans, lorsqu'elle était avec Himmel et les autres. Cette nuit-là, tout le village a découvert et ostracisé un enfant démon pour avoir mangé les filles de l'un des indigènes. Quand il s'agissait de tuer le démon, Himmel eut des doutes car le démon était encore un enfant, et il avait l'air mignon. Friran, qui en avait assez de toutes ces bêtises, s'avança pour tuer le petit bas mais ensuite, le fou qui se fait appeler le chef du village eut pitié du garçon démon et l'accueillit, pensant pouvoir le changer pour le rendre bon. Malheureusement, cette décision se retourna contre lui lorsque le garçon démon se retourna contre lui. Des années plus tard et le tua juste pour pouvoir remplacer la fille qu'il avait tuée auparavant par la fille du chef. Quand Himmel et les autres découvrirent cela cette fois, ils n'ont tous eu aucun problème à finir le démon. Même durant ses derniers instants de vie, le démon a encore essayé de pénétrer l'esprit de l'humain, et Friran a demandé pourquoi. Le démon a dit que c'est parce que les mots humains leur sont enseignés comme des outils de tromperie. Après avoir raconté son histoire, Friran explique la réalité des choses à son peuple, et les encourage à poursuivre l'enquête. Le lendemain, Lunier et ses 2 subordonnés se détendent, et attendent que Gravgranat se présente à leur réunion. En attendant, ils parlent de ce mage étrange, qui est apparu en ville la veille.
Lunier croit l'avoir déjà vu, mais il ne parvient pas à se rappeler où il l'a trouvé. En attendant, Friran voit la destruction de la ville arriver, et décide de s'échapper de prison quand le chaos commence. Quand Graf finalement arrive, il emmène les démons dans la chambre de son fils décédé et montre l'épée avec laquelle son fils a combattu fièrement avant sa mort lors de la bataille contre Ra il y a 10 ans. Après avoir révélé quelques autres détails sur son fils, Graf se retourne contre Lunier et menace de le tuer. Lunier regarde autour de lui et joue la carte du père face à Graf. Il le fait en lui disant que son père a également été tué au combat. Et c'est pour cette raison qu'il est là pour négocier la paix. Ayant entendu tout ce que vient de dire Lunier, Graf change d'avis et les emmène dans la salle de réunion. En chemin, Lini, l'un de ses subordonnés, lui demande ce qu'est un père. Et Lunier dit qu'il ne sait pas. Sur le balcon, il lui dit de rester à côté jusqu'à ce qu'ils arrivent devant Graf pour le convaincre de baisser la défense de la ville. Ainsi, Damora pourra festoyer sur les humains qui s'y trouvent. Quand il demande après l'autre subordonné, Dras, Lini dit que le fou est allé éliminer un obstacle. Au même moment, Dras apparaît au cachot, élimine le garde de prison de service et se voit lui-même dans la cellule de Friran. L'idiot pensait que Friran était une cible facile qu'il pourrait facilement vaincre. Friran lui donne un avertissement honnête en disant qu'elle est plus forte qu'il ne le pense. Mais comme on pouvait s'y attendre, la mère ne l'écoute pas. Avant de révéler ses fils magiques cachés, Dras demande à Friran qui elle croit être. Friran dit qu'elle est plus forte qu'Aura la guillotine elle-même. Et le démon ricane en pensant que Friran bluffe. Quand vient le moment, Dras expose sa magie mortelle. Des fils magiques se sont enroulés autour du cou de Friran et la suspendent en l'air. Friran, qui voyait cela venir, concentre le mana autour de son cou pour empêcher les fils magiques de passer tout à fait à travers son cou. Dras la félicite pour avoir réfléchi si vite et maintenu une tête froide comme une mage ordinaire l'aurait perdue. Avec cela, il augmente la tension sur le fil pour pouvoir trancher à la fois le mana de Friran et sa tête. Friran est déçu par l'air suffisant sur son visage, quand il pense qu'il pourrait la vaincre avec juste ça. Avant que le crétin ne puisse finir sa pensée, Friran avait déjà tranché un de ses bras. La seconde d'après, les mains de Friran étaient déjà autour de son cou. Il essaie de la tromper en implorant sa pitié, mais Friran le termine bien avant. Maintenant qu'elle a abattu l'un des démons, Friran se sent obligé de signaler cet événement à Graf, afin qu'il soit conscient des deux autres. Hélas, quand elle sort par les portes du donjon, elle trouve le garde décapité là, et s'échappe avant qu'il ne la remarque. En attendant, Fern et Stark sont vus en train de profiter d'un copieux déjeuner dans un restaurant aléatoire en ville. Une fois qu'ils ont fini de manger, Fern se lève et dit à Stark de la suivre au palais pour qu'il puisse demander directement à Graf de libérer Friran. S'ils peuvent la sortir à temps, alors il sera possible de vaincre ces démons embêtants avant qu'ils ne détruisent la ville. Avant de bouger d'un pouce, Stark prend le temps de reconnaître la force de ce démon qui s'appelle Lunyar. Il sait et peut voir à quel point il est fort et arrogant, car il n'a jamais regardez lui ou Fern la première fois qu'ils se sont rencontrés. Stark a tellement peur que ses mains commencent à trembler et il renverse sa boisson. Alors qu'il nettoie le désordre, il avertit Fern de se méfier de ces démons, car ils doivent être autour de Graf en ce moment. Fern ne voit pas de problème avec ça, donc elle pousse Stark à se dépêcher pour qu'il puisse arriver rapidement. Juste après la mort de Dra, Lini et Lunyar remarquent que son mana disparaît. Plutôt que de s'énerver, il s'arrête pour se demander qui est ce mage incroyablement puissant. Lunyar sait qu'il l'a déjà vu, mais il ne se souvient tout simplement pas d'où. Avant qu'il ne fasse des progrès, Graf et ses hommes apparaissent dans la pièce et les accusent d'avoir envoyé leur autre homme derrière leur dos pour attaquer et tuer leur garde. Lunyar fait de son mieux pour nier l'accusation, mais toutes les preuves mènent directement vers Draft, qui est supposément absent pour se défendre. En tout cas, Graf sait que Friran est un mage puissant et n'oserait pas attaquer un garde. N'ayant plus rien à perdre, Graf fait encercler Lunyar et Lini par ses hommes. Avant longtemps, il a leurs épées dégainées et demande à Lunyar une dernière fois de produire son homme pour qu'il puisse clarifier ce malentendu. Lunyar finit par se lasser de toutes les questions et décide de régler les choses lui-même. Sans réfléchir à deux fois, il se coupe et utilise la magie pour transformer son sang en une longue lame flexible et tranchante, qu'il utilise pour abattre tous les soldats à l'exception de Graf. Après avoir éliminé les soldats gênants, il se tourne vers Graf et se bat avec lui pendant une minute ou deux, avant de faire une pause pour lui expliquer le vrai sens des mots pour les démons. Il provoque ensuite le pauvre père en deuil en insultant la mémoire de son fils, avant de se couper avec la même épée que Graf tenait, et de le transpercer au torse avec la lame de sang magique. Avec Graf blessé, Lunyar a désormais le château sous son contrôle. Il arrête immédiatement le combat et emprisonne Graf jusqu'à ce qu'il leur dise comment abattre la barrière protégeant la ville. Ce soir-là, Fern et Stark trouvent Friran marchant sur la place de la ville avec une cape sur la tête. Ils la reconnaissent immédiatement et la suivent dans un endroit caché pour parler. Friran explique tout ce qui s'est passé dans la cellule, y compris le garde tué, et demande leur interprétation des choses. Fern répond logiquement et supplie Friran de ne pas les laisser dans la ville. Friran sourit et leur dit de ne pas avoir peur de ces deux perdants, car ils ne sont pas aussi forts qu'ils le pensent.
Sur ces mots, elle tourne le dos à ses camarades, et s'en va pour accomplir sa prochaine mission. Avant qu'elle ne s'éloigne trop, Stark s'agenouille pour prier de rester derrière, mais ensuite, Fern est dégoûté par cet imbécile embarrassant et le traîne de nouveau dans la ville. Peu de temps après, Friran utilise son aptitude de détection magique à longue portée pour scanner tout le pays à la recherche de signes de grandes réserves de mana. Finalement, elle ressent quelque chose à 110 km de la ville, et réalise qu'Orala, Guillotine, l'une des 7 mages de destruction, cache son armée en plein jour. Friran sourit à l'idée de se battre contre un opposant fort, et espère qu'Ora vaut son temps. Cette nuit-là, Stark et Fern s'introduisent dans le manoir sous l'obscurité pour localiser Graf et tuer les envoyés de la paix. Ils explorent quelques pièces sombres après être arrivés dans les chambres intérieures et gagnent accéder au manoir en entrant par une fenêtre ouverte discrètement. Pendant ce temps, Lugnard est vu à l'un des étages supérieurs, avec Ligny et un Graf blessé attaché à une chaise. Avant de torturer le pauvre gars, il commence à expliquer le concept de la magie, et les efforts collectifs des démons pour développer des sorts magiques qui surpassent le raisonnement humain. Ensuite, il reconnaît des génies comme Flamme, le mage légendaire, et Maudit. Des gens comme elle pour avoir érigé des barrières comme celle qui entoure la ville et qui a résisté à l'épreuve du temps. Sans elle, ils auraient terminé avec cette ville bien avant. Maintenant qu'il a le Graf lui-même, Lugnard veut que Granat lui apprenne comment annuler la barrière protégeant la ville. Il donne à Granat une dernière chance de lui dire où se trouve le grimoire pour annuler le sort, mais Granat reste silencieux. Incapable de le divertir davantage, Lugnard le laisse réfléchir à sa prochaine étape et continue de chercher le grimoire dans le manoir avec Ligny. Peu après son départ, Stark se faufile dans la chambre où Granat est emprisonné pour le sauver. Avant qu'il ne puisse délier l'homme, Stark se sentit trembler et Granat pouvait le sentir. Le duo engage une petite conversation avant que Stark ne prenne le contrôle et essaie désespérément de couper la corde solide. Granat perd bientôt espoir et dit à Stark de prendre son collier pour qu'il puisse le montrer au gardien et commencer à évacuer les citoyens dès que possible. Stark se lève, sort sa hache et se prépare à briser la chaise qui a l'air coûteuse pour pouvoir sauver l'homme en danger. Juste à ce moment-là, Lugnard et Ligny apparaissent pour trouver Stark tremblant devant eux. Granat nie avoir jamais connu le gars, et Lugnard lui donne une chance de s'échapper maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Stark se fâche contre Lugnard pour l'avoir sous-estimé et l'attaque. Lugnard encourage le défi et immédiatement blesse les bras de Stark avant qu'il ne s'en rende compte. Après avoir immobilisé le pauvre gars, Lugnard l'appelle idiot pour l'avoir attaqué seul. À ce moment-là, Stark appelle Fern, et elle arrive avec une attaque surprise qui perce un trou dans la poitrine de Lugnard. Choqué par la maîtrise de Fern sur son mana, Lugnard ne pouvait pas comprendre comment il venait d'être attaqué. Il demande à Fern de lui dire quel sort elle vient de utiliser, et elle lui dit que c'est juste Zoltrak. Lugnard est furieux et lui dit d'arrêter ses bêtises. Il lui pose alors d'autres questions pour comprendre comment elle a appris un tel sort. Mais Fern ne lui accorde pas d'audience. Avant que le round 2 commence, Fern et Stark s'échappent avec Granat et le mettent en sécurité. Après leur départ, Lugnard fait savoir à Ligny que son sang est sur ces deux-là, donc ils ne peuvent pas les perdre de vue de sitôt. Ensuite, il discute du nouveau sort avec Ligny et se souvient de l'exact mage qui a utilisé le même sort sur lui il y a longtemps, Friran. À ce moment-là, Lugnard comprend enfin qui est le mage mystérieux. Il appelle Friran, le tueur de démons et un génie qu'il méprise. À cette époque, Friran rattrape Ora pour arrêter son armée. D'ici là, Stark et Fern emmènent Granata, une église locale en ville pour le faire soigner. Une fois que le médecin a terminé le traitement, Granat essaie de se lever et de parler à ses sauveurs. Il les remercie de l'avoir sauvé et promet de gracier leur compagnon mage pour les avoir sauvés de la supercherie du démon. Fern essaie de lui faire comprendre que Friran n'a pas tué le garde, et Granat lui fait savoir qu'il le sait. Ce qui est plus important, quand il apprend que le nom du mage est Friran, l'homme se sent stupide d'avoir manqué de respect à elle et de l'avoir jeté en prison au début. Passant, Granat leur fait savoir que c'était Friran et les héros de l'époque de son grand-père qui ont chassé Ora et le roi démon de leur village, leur assurant au moins 60 ans de paix et de prospérité. Maintenant qu'Ora est beaucoup plus forte qu'avant, il est impossible de dire ce qui pourrait arriver à quiconque ose se dresser contre elle. À ce même moment, Friran se présente à nouveau à Ora, son ancienne rivale, amie-ennemie, et lui demande poliment de retourner d'où elle est sortie et de laisser cette ville tranquille. Bien sûr, Ora ne reculera pas sans combattre, alors, elle envoie quelques-uns de ses soldats morts-vivants pour affronter Friran. Friran se défend facilement contre les soldats, et se retrouve bientôt entouré des marionnettes d'Ora. Après une courte discussion avec son ancien camarade, Friran reconnaît certaines des armures des marionnettes d'Ora, et prend enfin la décision de mettre fin à Ora une bonne fois pour toutes. En représailles, Ora révèle son arme cachée, alias les écailles d'obéissance. De retour à l'église locale, Granat explique la nature de l'arme spéciale d'Ora. L'échelle d'obéissance est activée lorsqu'Ora place son âme et celle de son ennemi de chaque côté de la balance, et attend que les écailles penchent en faveur de l'âme avec le plus de mana.
celui avec la quantité de mana inférieure sera forcé à lui obéir pour le reste de l'éternité. C'est certainement une arme très risquée à utiliser, mais Aura, ayant vécu pendant 500 ans, est connue pour avoir l'une des réserves de mana les plus abondantes de l'histoire. De ce fait, elle n'a jamais perdu le pari, pas même une fois. En conclusion, Granat fait comprendre aux aventuriers de ne jamais sous-estimer la prouesse magique des 7 sages de la destruction. Après l'avoir entendu babiller, Fern demande s'il existe un moyen de contrer cela. Granat lui fait savoir que bien que les échelles jugent équitablement, il n'y a pas eu une seule personne avec autant de mana qu'Aura depuis 500 ans depuis qu'elle est devenue une sage de la destruction. Fern lui demande alors s'il existe un moyen de lutter contre cela, et Granat répond que oui. Il s'avère que si un soldat avec une forte volonté est pris dans le piège, il pourrait résister temporairement au sort d'obéissance, avant d'être définitivement contrôlé. Pendant ce temps, Aura aurait des difficultés à les contrôler. Si elle réussit à les contrôler, elle s'en débarrassera après avoir pris le contrôle. À ce moment-là, Friran est submergée par le grand nombre de soldats zombies. Donc elle utilise une grande partie de son mana pour dissiper la magie qu'il émet sous le contrôle d'Aura. Cela surprend un peu Aura, alors elle demande à Friran pourquoi elle n'a pas utilisé de la magie flamboyante pour les détruire comme elle l'a fait il y a 80 ans. Friran dit que c'est parce qu'Himmel l'a réprimandé. Aura lui dit qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut maintenant qu'Himmel est parti. Et Friran prend note de cela. Elle se lève et décide de tuer les démons sans pitié pendant qu'elle y est. Pendant ce temps, Stark s'habille après avoir confirmé que Graf est entre de bonnes mains pour qu'il puisse sortir et traquer les démons. Fern l'avertit de ne pas devenir trop sûr de lui car ces démons peuvent être sacrément forts. Cependant, Stark lui dit que quelqu'un doit les arrêter. Donc, il va partir et faire le travail du Seigneur. Fern est inspiré et décide de le suivre, mais ensuite Stark lui dit de travailler sur l'évacuation des habitants pendant qu'il cherche autour pour Friran et la supplie de venir les aider à vaincre les démons. Finalement, le duo convient de cela et se met en route. Avant de se séparer, Fern remarque les bras ensanglantés de Stark et fait une scène à ce sujet. En réponse à sa taquinerie, Stark dirige son attention vers la tache de sang sur sa robe et lui demande à ce sujet. Fern remarque immédiatement la mana dans le sang et jette sa robe. Juste au moment où elle s'apprête à retirer la robe de Stark, Lunier et Lini les attaquent par surprise. Lunier poignarde Fern et la cloue au mur derrière elle tandis que Lini invoque une hache et écrase Stark au sol sous eux. Après la première attaque, Stark se relève et reconnaît la technique utilisée par Lini comme étant celle d'Aizen. Pendant ce temps, Lunier jacasse pendant quelques secondes avant d'en venir à son point principal. Quand il s'agit de cela, Fern lui permet de poser quelques questions pour gagner du temps. Lunier sous-estime Fern et passe à la question de la force de Stark. Fern lui fait savoir qu'il est le meilleur élève d'Aizen, mais Lunier le sous-estime encore plus. Passant à autre chose, il demande à Fern de lui dire où se trouve Friran, et elle lui dit. Friran a fui la ville car il a tué le garde. Avant de poser une autre question, Lunier s'éloigne de Fern pour réfléchir un peu. Finalement, il réalise que Friran a dû fuir la ville pour chercher et détruire Aura. Dans cette petite fenêtre, Fern attrape son bâton, se libère de l'attaque de Lunier, et se rapproche assez pour menacer Lunier. Après avoir parlé de la vraie raison pour laquelle il est un tel enfoiré fier et arrogant, Fern laisse Lunier savoir qu'elle va lui faire un trou dans la poitrine. Lunier la défie de tenter et promet de lui faire voler la tête avant même qu'elle ne l'atteigne. Avant de faire quoi que ce soit, Fern se remémore le moment où elle a demandé à Friran sur sa force magique. Ce jour-là était aussi normal et aléatoire que d'habitude, et il venait juste d'éliminer un troupeau de chevaux démoniaques. Elle se souvient que Friran lui a parlé de sa vitesse pour lancer des sorts, notant que c'est la raison pour laquelle elle fait la plupart du temps les tueries de démons avec Fern. Juste avant le désastre, il y a un silence inquiétant entre deux. Puis, en un éclair, Lunier et Fern attaquent, et se défendent à une vitesse égale. À partir de cette attaque, Fern réalise que le point faible de Lunier est son cœur. Une fois que cela a été établi, ils commencent leur combat. Pendant ce temps, Lenny se tient devant le corps inconscient de Stark, car elle pense avoir terminé le combat. Juste à ce moment-là, Stark se relève et lui dit de ne pas se sentir accompli encore, car il est toujours prêt à se battre. Lenny reprend sa position et continue de l'attaquer. Pendant ce temps, Lunier et Fern continuent de s'affronter avec intensité. Après avoir subi tant d'attaques de la part de Fern, Lunier finit par reconnaître la force de Fern et maudit Friran pour avoir appris à cette fille à être une vraie mage. Pour la vaincre, il décide de l'attaquer jusqu'à ce qu'elle épuise son mana. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Fern avait encore beaucoup plus de mana qu'il ne l'avait jamais imaginé. Au cours des prochaines minutes, il continue à endurer le barrage d'attaque de Fern jusqu'à ce qu'il soit contraint d'appeler Lenny pour l'aider. Quant à Lenny, elle continue d'être à l'offensive, pendant que Stark se défend contre ses attaques. Après avoir atteint une impasse, Stark lui demande comment elle parvient à imiter si bien les techniques des autres.
Lenny lui donne un aperçu rapide et continue à se battre contre lui jusqu'à ce qu'elle le maîtrise à nouveau. Sans lui laisser de place pour respirer, elle l'attaque et le coince encore. Stark intensifie sa défense jusqu'à ce qu'il finisse par perdre son calme et se fasse frapper à l'épaule par une des attaques de Lenny. Avant d'abandonner, Stark se rappelle d'une de ses leçons avec son maître, Aizen, qui lui avait enseigné que perdre est subjectif pour un guerrier. Et tant qu'il se lève pour se battre, il ne peut jamais perdre. Sachant très bien qu'il avait encore un combat en lui, Stark se relève et réalise à quel point les coups de son maître étaient légers. Il fait face à Lenny une fois de plus et lui permet de le couper au ventre avec sa hache d'imitation. En même temps, Lunyar et Fern intensifient leur attaque. Lenny enjambe la défense largement ouverte de Stark. Maintenant qu'elle est tombée dans son piège, Stark utilise son éclair pour la tuer. Lunyar remarque quelque chose d'anormal avec le mana de Lenny, il est distrait pendant une seconde. Fern profite de cette distraction pour lancer un sort Zoltrak sur l'idiot et perce un autre trou dans sa poitrine, prenant son cœur avec l'attaque cette fois. Avant que l'histoire principale ne continue, un flashback est montré pour montrer la vie précoce de Friran. Avec son maître Flamme, il y a 1000 ans, après avoir été sauvé de la mort certaine par la légendaire mage elle-même. Dans ce flashback, on voit la jeune Friran marcher dans les bois avec son maître en train de parler de l'honneur qui se perd en trompant des démons. Flamma lui rappelle le bâtard Basalte qui a détruit son village elfique. Et elle lui fait savoir que les démons sont tous des pièces sans aucun respect pour l'honneur ou l'honnêteté et la justice. Alors, pourquoi elle, une humaine, devrait-elle jouer selon ses règles? Si être considérée comme une honte pour l'humanité signifie tromper les démons et les prendre de vitesse avant qu'ils ne s'en rendent compte, alors elle acceptera volontiers d'être appelée une honte. Après avoir reçu une attaque mortelle au cœur, Lunyar se contente de rester assis et d'accepter son sort. Avant de le finir, Fern lui demande ce qu'il pense du combat de Friran contre la dite Damora, et Lunyar lui fait savoir qu'il n'est pas inquiet pour le résultat, car il sait que Friran va perdre. Fern lui demande pourquoi il pense cela, et le B dit que c'est parce que Lady Aura a plus de réserve de mana que quiconque dans l'armée des démons. À en juger par la sortie de mana de Friran, Lunyar la sous-estime, et dit à Fern qu'elle est sûre de perdre si Aura arrive à peser leurs âmes sur la balance de l'obéissance. Fern répond, lui disant qu'elle sait que son maître trouvera toujours un truc qui finira par surpasser Aura et ses stupides réserves. À ce stade, quelque chose ne semblait pas correct à Lunyar, car il ne comprenait pas comment Fern continuait à le submerger avec des attaques, malgré une faible sortie de mana. C'est alors que ça lui revient, et il comprend le secret derrière la faible production de mana de Fern et Friran. Avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, cependant, Fern le termine. Dans la scène suivante, le flashback sur les débuts de Friran continue. Mais cette fois, cela montre le moment où Flamma rencontre Friran pour la première fois. Elle est tombée par hasard sur un village elfique abandonné, et après une enquête supplémentaire, elle découvre que les coupables sont des démons menés par Basalte le Trône, un général de l'armée démoniaque. En poursuivant ses recherches, elle trouve autour d'elle le jeune mage elfique, qui avait un excès de mana et avait également vaincu le grand général. Malheureusement, la bataille a laissé l'elfe dans un état plutôt mauvais. Flamma est dégoûtée par la tentative de Friran de se battre ouvertement et de montrer toutes ses cartes. Cependant, juste au moment où elle s'apprête à laisser la mage à son sort, Friran prend la parole et dit à Flamma qu'elle sait à quel point elle est puissante, alors elle devrait arrêter de se cacher. À ce stade, Flamma est impressionnée par ses compétences d'observation et décide de l'accepter comme élève. Elle porte donc l'elfe indifférente blessée sur son dos et la sort du village en feu après avoir appris son nom. En chemin vers sa maison, Friran demande à Flamma d'expliquer ce qui est arrivé au village. Flamma lui dit que son village elfique n'existe plus, donc elle ne devrait pas s'inquiéter de laisser quelqu'un derrière. Friran demande à Flamma de la poser pour qu'elle puisse continuer seule, mais Flamma refuse de le faire. Au lieu de cela, elle laisse Friran savoir qu'elle va être sa nouvelle élève, donc elle devrait s'y habituer. Peu après, Flamma perçoit les 3 mages démoniaques qui les poursuivent, et s'arrête pour les affronter. Une fois que les mages montrent leur visage, ils ordonnent à Flamma de rendre la fille et de se casser. Flamma dépose Friran et lui enseigne sa première leçon. Apparemment, elle sait à quel point les démons idiots peuvent être stupides et trop confiants, quand leurs compétences magiques sont mises en question. Ayant vécu parmi eux en tant que puissante mage, Flamma a appris une astuce très utile, qu'elle utilise pour surprendre ces pauvres idiots. Juste au moment où ils pensent que tout va bien, Flamma déclenche une attaque rapide qui vaporise chacun d'entre eux en un rien de temps. Après cela, elle se tourne vers Friran et lui explique comment elle a fait. Friran comprend l'astuce et dit à Flamma qu'elle sait qu'elle cache son immense mana des autres en contrôlant la sortie, et de faire croire aux autres qu'elle n'est qu'une faible. Flamma reconnaît sa réponse et la ramène à sa maison dans la forêt. Quelques jours plus tard, Flamma commence l'entraînement de Friran après avoir soigné ses blessures. Sur le chemin des champs, elle discute de sa façon de vivre avec la jeune elfe qui est assez excitée à cette idée. Quand ils arrivent enfin au champ, Flamma demande à Friran de réduire sa production de mana à exactement 1/10 du volume original.
Une fois qu'elle maîtrise cela, elle augmentera ensuite ses réserves de mana pendant qu'elle y est. Alors que Friran commence son entraînement, elle demande à son maître combien de temps elle prévoit de faire ça. Flamma sourit et lui fait savoir qu'elles devront passer toute leur vie à tromper les démons en les faisant les sous-estimer, afin de pouvoir les surprendre. Actuellement, Friran se tient devant Aura et son armée de morts-vivants, avec seulement un dixième de son mana qui s'échappe d'elle. Aura engage une discussion ennuyeuse sur l'Unyar, et les deux autres losers qui meurent. Quand il est temps de passer aux choses sérieuses, elle propose à Friran de parier son âme sur la balance de l'obéissance afin qu'elle puisse voir quel mana est supérieur. Friran prend son temps pour analyser l'énorme quantité de mana qui s'échappe de la réserve d'Aura, mais elle se retient ensuite de se laisser submerger par trop d'informations lorsqu'Aura commence le rituel. Avant que quoi que ce soit n'arrive, le flashback continue, alors que Friran se trouve dans une autre ville avec son maître à rassembler des fournitures. Quelque part en chemin, elle demande à Flamma d'expliquer pourquoi ces démons ne peuvent pas cacher leur mana comme eux. Flamma lui dit que c'est parce que les démons sont des individualistes et ne se soucient que des réalisations personnelles, pas de l'ordre et de la loi. Pour aider Friran à mieux comprendre, Flamma explique l'immense relation d'amour-haine que les humains ont pour la richesse et le pouvoir, et fait savoir à Friran que les démons voient le mana de la même façon. Il y a des moments où ils suppriment temporairement leur mana pour la discrétion, mais aucun d'eux n'est assez fou pour réprimer son mana tout le temps. Car cela signifierait qu'ils renonceraient à leur titre et à leur statut, ce qui est mauvais pour eux. Après avoir tout expliqué à Friran, Flamma fait savoir à Friran à quel point elle a de la chance d'être une elfe et non un démon. Même après 3 ans à réprimer constamment son mana, elle le fait encore parfaitement sans stress. Friran lui dit que c'est parce qu'elle avait un maître merveilleux. 50 ans plus tard, dans le flashback, Flamma devient super vieille et ridée. Un soir, elle trouve son apprenti en train de pratiquer sa magie comme toujours, et lui demande si elle aime toujours la magie de la même manière qu'il y a des années. Friran lui dit oui et Flamma lui conseille de ne jamais se révéler à l'histoire afin qu'elle puisse rester dans l'obscurité jusqu'à ce qu'elle finisse par vaincre le roi démon. Cela dit, elle demande à Friran de planter des fleurs autour de sa tombe quand elle sera finalement partie, et Friran apprend un sort de fleurs sur le champ. Après quelques années supplémentaires, Flamma finit par s'éteindre, et Friran honore son dernier souhait. Après avoir enterré sa maîtresse, Friran passe à autre chose et vit comme un personnage de fond normal, s'entraînant quand elle en a l'occasion et étudiant tout ce qu'elle peut. Des centaines d'années plus tard, Himmel, Aizen et elle, Idio Aider la rencontrent enfin pour la première fois. Leur rencontre est étrange car Friran fait de son mieux pour les chasser. Mais après beaucoup de persuasion de la part du héros lui-même, Friran accepte finalement de les rejoindre dans leur rendez-vous avec le roi démon. À partir de là, le reste appartient à l'histoire. Actuellement, Aura prend son âme et pèse la mana contre celle de Friran, souriant de toutes ses dents en pensant qu'elle a eu Friran. Friran remarque l'air suffisant sur le visage d'Aura et lui demande pourquoi elle sourit autant. Aura l'ignore et commence à rabaisser les réserves de mana incroyablement basses de Friran. Une fois que les âmes touchent la balance et que l'âme d'Aura l'emporte sur celle de Friran, elle devient trop confiante à nouveau et s'approche dangereusement de Friran avec une épée à la main, prête à la décapiter. À ce moment-là, la balance commence à pencher en faveur de Friran, et une fois que Friran réalise cela, elle fait savoir à Aura qu'elle a gravement mal jugé la situation. Vous voyez, après avoir entraîné pendant presque 1000 ans, réprimer son mana est devenu naturel pour elle, donc il n'y avait aucune chance qu'un démon de 500 ans ait pu voir à travers son astuce. Avec le temps, Friran libère sa massive réserve de mana, faisant à Aura voir à quel point elle a été stupide de penser qu'elle pouvait se surpasser. Une fois que la balance penche en faveur de Friran, celle-ci tourne le dos pour rentrer chez elle, juste après avoir ordonné à Aura de se suicider. Incapable de désobéir à l'ordre de Friran, Aura fait l'impensable, et se tue en se demandant où tout a mal tourné. Au matin, Fern arrive sur le dernier champ de bataille d'Aura et trouve sa maîtresse rendant hommage aux soldats tombés qui ont été libérés de l'emprise mortelle des zombies d'Aura. En remarquant la scène macabre, Fern s'approche calmement de sa maîtresse, et lui demande si elle a enfin vaincu Aura, et Friran répond oui. Peu après, Graf et Stark arrivent sur les lieux, et Friran essaie de s'enfuir. Heureusement, Graf l'avait déjà gracié, donc Friran reste une femme libre. Passons à autre chose, l'homme s'approche de l'armure du zombie soldat, et merci à Friran de ne pas les manquer de respect. Quelques instants plus tard, Graf continue de vérifier les armures des soldats zombies tombés, tandis que Friran et ses compagnons parlent de ses bons vieux jours avec Himmel, qui avait l'habitude de la gronder pour avoir utilisé des sorts voyants. Lorsqu'elle a suffisamment discuté de son passé, elle fait l'éloge de Fern et Stark pour avoir vaincu l'Unyar et son partenaire, Lini, sans son aide. Stark et Fern essaient de jouer la carte de la modestie, mais au fur et à mesure, Granat et ses hommes trouvent l'armure de son fils mort depuis longtemps avec le médaillon de la famille Granat reposant encore sur ses épaules. Granat rend un dernier hommage à son fils et retourne dans sa ville.
Des jours plus tard, Granat accorde enfin à Friran et son peuple une audience pour discuter de leur récompense. Bien que Granat ait l'intention de faire des choses incroyables pour eux, ils ne pouvaient pas se résoudre à comprendre pourquoi Friran ne demanderait que le grimoire pour leurs barrières défensives et autres. Friran lui fait comprendre qu'elle a eu un hobby de longue date consistant à collectionner des sorts et des grimoires à travers le monde, donc il y a ça. Bientôt, Granat lui dit d'arrêter d'être si formel avec lui, car il sait qu'elle le considère comme un petit enfant par rapport à son âge. Cependant, Friran choisit de rester formel à cause de son expérience précédente là-bas, quand Hyder et Himmel ont failli être exécutés juste pour avoir été décontractés avec le graphique. À ce moment-là, Stark était déjà agité, et cela ne s'est pas amélioré lorsque le bûcheron est arrivé avec une hache à la main. Pensant que l'homme est le bourreau, Stark s'évanouit sur ses genoux et est évacué de la chambre de Granat après la réunion. Ensuite, Friran et Fern attirent les regards des gens alors qu'ils traversent la place du village avec un Stark inconscient flottant dans les airs. Au départ, les gens les trouvaient étranges, mais finalement, ils ont réalisé que les personnes qui passaient étaient des héros, alors ils leur ont rendu hommage de manière responsable. Au cours des 6 mois suivants, Friran et son groupe se détendent dans la ville et fait connaissance avec plus de gens chaque jour. À un moment de leur séjour, Friran et ses compagnons observent la dernière sépulture des soldats tombés de l'armée d'Aura, y compris le fils de Graf Granat. Une fois leur séjour de 6 mois enfin terminé, Friran et ses compagnons font le plein de provisions et se préparent à continuer leur voyage vers le ciel. Ce jour-là, Graf les accompagne aux portes, les avertissant de se méfier de la rigueur du plateau nord, car les voyages sont restreints et seuls les aventuriers avec des mages de première classe peuvent passer à travers certaines régions. Friran est confuse au sujet des mages de première classe, et demande des informations à Fern. Fern sort son certificat, prouvant qu'elle est une mage de 3e classe, et le montre à son maître. Friran se moque de la situation et demande à Graf s'il y a une ville au nord où elle peut obtenir le certificat pour elle. Graf lui dit qu'elle peut l'obtenir à Oberst, la plus grande ville après la leur. Plus au nord, après avoir décrit le chemin vers la grande ville, Graf remercie Friran et ses compagnons une dernière fois, avant de les laisser continuer leur voyage. Moins d'un jour plus tard, il commence à neiger, et Friran ressent un PTSD. Lorsque Fern lui demande des informations sur les hivers du Nord, Friran lui fait savoir qu'il n'y a rien de bon là-dedans. Il se trouve qu'elle avait raison, car les blizzards faisaient que s'intensifier chaque jour qui passait. Avant même d'atteindre les montagnes de Jver, il était déjà perdu et grelottant à cause du froid intense. C'est Stark le premier à s'évanouir dû à l'hypothermie, et Fern essaie de le réveiller, mais rien n'y fait car il est trop loin. Ne pouvant pas le porter avec la magie, Fern décide de porter le paresseux bas et de le traîner vers l'abri le plus proche, plus haut sur la route. Comme prévu, le fils de chien répugnant donne des frissons à Fern tout le temps. Fern sent une odeur plus agréable qu'il n'en a eu depuis des années. Après 1 heure de marche, ils arrivent enfin à la cabane dont Friran a parlé. Là, Fern sent qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de la cabane et suggère qu'il fasse demi-tour. Friran ignore l'enfant qui pleure et ouvre la porte néanmoins. Pour découvrir un homme elfe musclé en train de faire des squats pour se réchauffer du froid glacial de l'hiver. Fern, qui n'a jamais vu un homme avec des abdominaux avant, a d'abord pensé que l'homme était un pervers, alors elle tire Friran hors de la porte et suggère qu'il trouve un autre endroit où rester. Juste à ce moment-là, le gars ouvre la porte et fronce les sourcils à Fern pour l'avoir traité de pervers. En remarquant que Friran est une elfe, il les invite à entrer et leur demande de faire du feu dans sa cheminée. Une fois qu'ils sont tous réchauffés et qu'ils échangent quelques banalités, le buff elfe se présente comme Kraft le moine. Après avoir appris les noms de Friran et Fern, ils passent à la discussion de leur destination. Lorsque Kraft découvre qu'ils vont au paradis, il les loue pour leur piété. Friran essaie de le nier, mais le corps de Stark devient alors plus froid au toucher. Alors qu'il s'inquiète pour le pauvre garçon, il s'avère que Bro est déjà plongé dans ses pensées en pensant à son dessert préféré. Quand il se réveille enfin, il se retrouve blotti dans les bras de Kraft et panique. Réveillant les autres, il s'avère que Kraft avait recouvert son corps pour partager un peu de chaleur corporelle et ainsi de suite. Quand il revient à lui, Stark admire le beau corps du moine et lui demande quel est son régime d'entraînement. Après avoir appris le nom du moine, Stark lui demande de l'entraîner. Avant d'en arriver là cependant, Kraft fait suivre les filles à l'extérieur pour récupérer des provisions sur son chariot de nourriture qui était enseveli sous la neige. Sur le chemin du retour vers le hangar, Kraft demande à Friran si elle sait quelque chose à son sujet. Mais quand Friran dit non, il lui raconte la même chose. Fern essaie de lui faire comprendre qu'elle était celle qui a vaincu le roi des démons avec le groupe de héros, mais Kraft ne savait même pas que les démons existaient au départ. Lorsqu'il rentre dans l'abri, il continue à vivre là, pendant les 6 mois suivants jusqu'à la fin de l'hiver. Pendant ces mois, Stark reçoit autant d'entraînement de Kraft que possible pour se préparer et être prêt à affronter leurs prochaines aventures. Une fois le moment venu de partir, Kraft offre à Friran un collier sculpté. À ce stade, Friran se rappelle d'un souvenir qu'elle avait eu avec Hyder le prêtre il y a 80 ans, lorsque le prêtre ivrogne a discuté du même sujet avec elle.
À l'époque, Hyder était la seule personne parmi ses amis qui savait qu'elle réprimait son mana tout ce temps. Il la voyait comme une créature intrigante et voulait en savoir plus à son sujet. Friran se sous-estime, lui disant qu'elle n'est pas spéciale, car elle a vécu sa vie comme un cadavre ambulant. Hyder rit et lui dit de narrer l'histoire de sa vie. Pour lui, car il pourrait avoir un enfant mage bientôt. En se remémorant ce souvenir, Friran n'avait pas besoin d'expliquer l'histoire de sa vie. À nouveau, car elle l'avait déjà fait dans le passé. Kraft demande des nouvelles du bizarre qui lui a posé la même question. Et elle fait savoir aux moines que la paix est au paradis maintenant. Bientôt, ils mettent tous leurs affaires en ordre, et Kraft s'en va joyeusement. Fern et Stark font de leur mieux pour dire au revoir, sachant qu'ils ne reverront jamais le bon moine dans leur pitoyable existence. Des semaines plus tard, Friran et ses compagnons marchent dans la neige épaisse pour atteindre la ville suivante qui est à quelques miles. À mi-chemin de leur voyage, Friran s'endort et manque de tomber la tête sur le sol, mais Fern la rattrape à temps avant que cela ne puisse arriver. La minute suivante, Fern et Stark s'inquiètent de ce qu'ils doivent faire avec Friran maintenant qu'elle s'est effondrée. Au départ, Stark propose de la porter, mais après avoir regardé son visage, Fern décide que Stark n'a pas de bonnes intentions pour Friran, alors elle porte la pauvre elfe sur son dos et continue leur marche. Pendant qu'elle dort, Friran s'enfonce dans le pays des rêves. Cette fois, elle rêve d'un certain roi radin qui les a sous-payés pour le travail énorme de chasse aux monstres qu'elle et son ancien groupe de héros ont fait dans le passé. En route vers leur prochaine destination, Himmel montre son épée de héros, et Friran lui demande si c'est la vraie. Quand Hyder dit non, Himmel lui explique qu'elle lui a été donnée par un forgeron qui l'a sauvé quand il était plus jeune. Friran lui demande alors si c'était la raison pour laquelle il est devenu le. Himmel lui fait savoir que ce n'était pas la raison. La vraie raison pour laquelle il est devenu un héros était de gagner un pari qu'il avait fait contre Hyder quand ils étaient à l'orphelinat. Maintenant qu'il est devenu un vrai héros, le petit malin qu'il a défié à l'époque est devenu un prêtre ivrogne, ce qui montre à quel point la vie est ironique. Ce commentaire fait rire tout le monde et il passe un bon moment. Friran se tient là, regardant ses amis marcher vers le coucher de soleil alors qu'elle revient à la réalité. Friran se réveille en pensant à ce rêve, et bientôt, se laisse emporter par le temps rude qu'il traverse. Elle dit à Fern et Stark de continuer à avancer jusqu'à ce qu'ils atteignent le village et reste sur le dos de Fern simplement parce qu'elle sent bon. À ce moment-là, Stark demande à Fern de le laisser porter leur maître, mais Fern ne lui fait toujours pas confiance du tout. Finalement, ils se mettent en route et s'arrêtent quand ils atteignent les faubourgs de la prochaine ville plus au nord. C'est là que Friran descend du dos de Fern et est accueilli par le jeune chef du village qui l'accueille dans le village de l'épée. Friran complimente la jeunesse et l'impressionnante stature du chef, et lui demande sur la destruction qui vient juste d'apparaître aux abords du village. Le chef lui dit que c'est l'œuvre du seigneur de la montagne. À ce moment-là, Stark commence à jacasser. Fern lui demande s'il a déjà entendu parler de cette montagne, et Stark lui dit que oui. Selon les légendes, ce village serait. Au fil des ans, d'innombrables mages et héros ont tous essayé de tirer l'épée du rocher, mais aucun n'a réussi à l'en tirer, jusqu'à il y a 80 ans, lorsqu'Himmel a réussi à tirer l'épée. Quelques instants plus tard, le chef du village arrive à leur cabane et les met à l'aise. Alors qu'il se réchauffe près du feu, le chef gronde Friran pour être arrivé plus tard que prévu et pour avoir échoué à accomplir son devoir. Fern est confuse et demande à Friran de quel devoir elle parle. À ce moment-là, Friran lui dit qu'elle parle d'extermination de monstres. Et à ce sujet, elle commencera l'extermination le lendemain. Le lendemain, Stark, Fern et Friran montent tous dans les montagnes pour éliminer quelques loups monstres avant de se diriger vers une grotte suspecte pour l'explorer. Stark trouve une bande de loups là-bas et les élimine, tous avant d'attendre que le grand désastre se produise. Friran essaie de faire signe aux gars de se tirer de là, mais il est déjà trop tard car le seigneur des montagnes, qui s'avère aussi être un grand loup démon papa, Friran fait face au monstre et fait couper un de ses bras par Stark avant de permettre à Fern de la protéger avec quelques sorts magiques. Une fois qu'elle a fait travailler ses gens durs, elle anéantit le loup démon à l'aide de Zoltrak. Peu après, Stark reste abasourdi, ne comprenant pas pourquoi. L'épée du héros est toujours fixée dans la pierre, alors que les histoires disent toujours qu'Himmel l'a retirée et l'a emportée avec lui. Au début, Friran essaie d'inventer une histoire bidon sur le fait que les démons soient attirés par l'épée et ont envie de la détruire, mais quand Stark la prie d'être sérieuse, elle lui dit que c'est parce que Himmel n'a en réalité pas réussi à enlever la pierre. Il s'avère qu'Himmel ne se sentait pas mal après son échec. Au contraire, il a seulement laissé cet échec l'inspirer pour prouver que les légendes avaient tort, et faire savoir à tout le monde que n'importe qui peut devenir un héros s'il essaie assez fort. 80 ans plus tard, Himmel vit à la hauteur de son nom et devient un meilleur héros que tous les autres. Fern demande à son maître pourquoi ils ont décidé de créer cette histoire de couverture. Pour romantiser les héros afin qu'ils se sentent moins bien à chaque fois qu'ils échouent.
Après quelques discussions, Freyren et les deux autres dames partent, laissant juste Stark là, assis dans la neige et réfléchissant à sa vie. Leur travail dans le village étant terminé, Freyren et ses compagnes prennent leur laissez et dirigez-vous vers la région de l'Appétit dans les terres du Nord. Elles arrivent dans la ville autour du Nouvel An et se détendent dans leur meilleure auberge. Peu après, Freyren passe son temps à lire des grimoires pendant que Fern prépare ses courses. Elle demande à sa maîtresse de l'accompagner, mais ensuite Freyren choisit de rester à l'intérieur. Avant de la laisser partir, Freyren rappelle à Fern que c'est l'anniversaire de Stark, donc elle devrait lui acheter quelque chose lors de ses courses. Quand Fern demande à sa maîtresse ce qu'elle compte offrir à Stark, Freyren sort une potion qui fait disparaître les vêtements et laisse Fern savoir que les hommes adorent ça. Fern arrache la potion à son maître et la verse sur sa tête, la dissolvant vêtements et la laissant complètement nue dans la pièce avant de sortir. Freyren couvre son corps et commence à penser à un bon cadeau à offrir à Stark. Juste à ce moment-là, elle trébuche sur quelque chose et décide de l'utiliser. Pendant ce temps, Fern cherche Stark partout et finit par le trouver, comptant le nombre de formes dans le ciel quelque part à la périphérie de la ville. Elle essaie de s'approcher de lui, mais après avoir entendu toutes les absurdités que le gars avait à dire, elle recule et décide simplement de ne pas le faire. Finalement, elle trouve le courage de lui parler, et l'empêche de lui faire des blagues. Stark garde le silence et suit Fern pour une promenade en ville. Là, Stark pose quelques questions pour savoir s'il a été un mauvais garçon. Fern ne parle que lorsqu'elle lui demande s'il veut quelque chose. Confus, Stark essaie de comprendre ce qu'elle veut dire, alors il lui demande d'expliquer. À ce moment-là, Fern rappelle au gars que c'est son anniversaire ce jour-là et lui fait savoir qu'elle aimerait lui offrir un cadeau d'anniversaire. Stark devient encore plus confus et lui demande si c'est ce qu'on fait pour les anniversaires, car il n'a jamais reçu de cadeau auparavant de sa famille décédée ou de son maître. Fern s'inquiète car elle pensait qu'il avait des problèmes au début, mais il s'avère qu'il dit en réalité la vérité. Stark commence son récit troublant d'origine, remontant à une époque où il était plus jeune. Il venait d'un village de guerriers et avait toujours vécu dans l'ombre de son frère. Stoltz, le frère de Stark à l'époque, était un guerrier gentil et puissant. Mais son père était ce type qui ne se souciait pas beaucoup de Stark, qui était beaucoup plus faible à l'époque. Même ainsi, Stoltz n'a jamais haï son frère comme il le ferait. Souvent s'entraîner avec le petit garçon roux mignon et confus. Les choses allaient bien pour eux jusqu'à ce que les démons viennent détruire leur village. Stark était la seule personne qui est parvenue à s'enfuir indemne, car son frère a sacrifié sa vie juste pour le sauver. Après avoir entendu son histoire, Fern se sent désolé et fier du frère maladroit d'être un homme jusqu'à ce moment-là. Pour le remercier, il emmène le gars à la boutique de souvenirs et lui prend quelque chose de pas cher qu'il pourra garder pour l'éternité. Quand il rentre chez eux ce soir-là, il trouve Fern préparant de grosses steaks de hamburger pour eux trois. Stark se souvient que son maître faisait la même chose pour lui, et Fern dit au gars que Aizen ne faisait cela que parce que c'était une tradition dans son village de faire ça pendant l'anniversaire de quelqu'un. Après un autre rapide rappel de souvenirs, Stark réalise enfin combien d'amour il a reçu à la fois de son frère et de son maître par le passé. Alors que le dernier souvenir avec son frère se rejoue dans sa tête, Stark devient envahi par l'émotion alors qu'il prend sa première bouchée du steak haché. Finalement, les filles jouent avec lui à table, et ils profitent tous de la soirée. Quelques semaines plus tard, Fern et ses compagnons arrivent dans leur prochaine ville, où ils rencontrent un homme étrange dans les bois d'Alt qui admire d'être un aventurier comme Fern et son peuple, mais n'a pas le courage de se mettre en route et de faire du travail d'aventurier. Avant de faire quoi que ce soit, il raconte à Fern son histoire d'origine d'enfance où il a presque rejoint son ami à l'époque pour voyager partout dans le monde et devenir aventurier. Après l'avoir entendu parler, Fern lui demande pourquoi il lui raconte une telle absurdité, et l'homme dit que c'est parce qu'il est coincé dans un marécage sans fond en ramassant du bois de chauffe. L'homme implore Friran de le sauver de la boue qui le noie, mais Friran hésite car elle ne veut pas se salir les mains. Heureusement, avant que l'homme ne s'enfuit, Fern arrive et le sauve de la noyade. Peu après, ils accompagnent le type sale jusqu'au abord de son village, et l'homme les invite à participer à leur festival des moissons, pour pouvoir au moins les remercier pour leur aide. Cependant, Friran dit qu'ils doivent se rendre dans une grande ville pour se réapprovisionner, donc ils le reverront plus tard. L'homme leur souhaite un bon voyage, mais avant qu'ils ne s'éloignent trop, Stark se fait mordre par un serpent venimeux. Bientôt, il se rend compte qu'il saigne du nez et demande aux filles de l'aider. Friran et Fern le font asseoir et essaient différentes magies de guérison sur lui, avant de finalement décider de l'emmener à l'église, dans le village voisin pour un traitement supplémentaire. Le trio discute un peu à ce sujet, avant de finalement transporter le blessé ensanglanté jusqu'à l'endroit. Lorsqu'il arrive à l'église, le prêtre sur place l'examine, et leur fait savoir que c'est déjà trop tard pour le soigner. Alors que Stark panique, l'homme leur dit d'attendre le frère de son frère pour essayer sa magie de guérison sur le pauvre type. C'est alors que l'homme des marais apparaît pour parler de bêtises aléatoires. Après avoir jacassé pendant quelques secondes, il finit par voir Stark, le reconnaît, et le guérit comme si rien ne s'était passé. Peu après, il quitte l'église pour se rendre sur la place. Une fois parti,
Friran discute avec le prêtre de la génialité du frère du prêtre, remarquant à quel point il était facile pour le type mécontent, pour guérir une maladie incurable en un instant. Le prêtre raconte à Friran la visite d'Hyder dans leur province et note que la seule chose dont il est fier est son insigne honorifique de prêtre. Cependant, quand il s'agit de compétences pures et de talent, Sain, son frère, et le type des marais le surpassent largement. Depuis qu'ils ont perdu leurs parents quand ils étaient plus jeunes, le prêtre s'est toujours soucié du bien-être de son jeune frère. Au fil du temps, il a découvert que le rêve de toute une vie de son frère est de devenir aventurier, parce que le garçon ne voulait pas devenir un simple prêtre de village comme lui. Maintenant qu'ils sont plus âgés, le prêtre se sent désolé pour son jeune frère, car il s'est maintenant habitué à la vie ennuyeuse d'être prêtre et de faire la même chose chaque jour. Sa première demande à Friran et à son groupe est qu'il l'aide à sortir son frère du village, afin qu'il puisse revivre. Friran et ses compagnons rentrent chez eux ce soir-là, discutant de l'ajout d'un autre membre à l'équipe. Alors que Fern et Stark soutenaient l'idée d'avoir un prêtre avec eux, Friran ne voulait pas du tout de foule voyageant avec elle. Si quoi que ce soit, 3, ça fera toujours trop pour elle. Stark l'ignore bientôt et descend au pub pour prendre des nouvelles de San. Là, il trouve le coin où l'on boit, fume, et joue avec une bande de vauriens. Au début, Stark est dégoûté, mais après quelques questions, l'homme finit par inviter Stark à les rejoindre à la table de jeu. Environ 1 heure plus tard, Fern entend Stark crier à plein poumon. Elle réveille Friran et se précipite vers la source du bruit. Là, il trouve Stark et San presque nus, ne portant que des slips. À ce moment-là, Friran réalise que l'homme est un mauvais perdant. Alors, elle lui parle sensément, cite quelques souvenirs à elle, et lui demande de rejoindre leur groupe d'aventuriers pour qu'il puisse au moins vivre le reste de sa misérable vie comme il l'entend. Même après tout ce qui s'est passé, San refuse toujours de rejoindre leur parti. À ce moment-là, Friran était déjà énervé contre le fou pour son arrogance et son orgueil. Alors, elle promet de l'amener dans leur équipe, qu'il le veuille ou non. C'est alors que Fern arrive avec tous les biens de Stark et San, qu'elle a récupérés gratuitement du gagnant. Elle leur tend les vêtements sales et se comporte comme une gamine prétentieuse traitant des petits garçons. Après avoir surmonté la question des paris, Fern et ses gens discutent de leur nouvelle découverte. Fern est assez favorable à l'alcoolisme, mais Friran est plus déterminé à se faire voir pour les rejoindre que jamais. Au cours des jours suivants, Friran continue de tenter sa chance pour qu'elle puisse obtenir que San les rejoigne, mais après plusieurs jours d'aide, de promesses et de discussions, San dit toujours non. Après avoir échoué quelques fois de plus, il s'adresse à son frère et lui demande de leur dire ce que San aime. Son frère dit que San adore jouer, l'alcool et le tabac. De plus, il leur dit que son frère aime les femmes plus âgées. Dommage qu'il n'ait pas de femmes plus âgées pour tromper l'idiot afin qu'il les suive. À ce moment-là, San surgit de l'arrière pour poser quelques questions à son frère. Mais quand il voit Friran et son peuple à nouveau, il se fige et s'en va. Stark le suit dehors et lui demande s'il voudrait voyager avec une femme plus âgée. San lui dit qu'il a toujours été partant pour quelque chose d'aussi dégoûtant que ça. C'est une autre raison pour laquelle il voulait devenir aventurier. Quand il demande à Stark de lui montrer où se trouve cette femme plus âgée, Friran le confronté lui fait savoir quelle est la femme plus âgée dont parlait Stark. À ce moment-là, San était juste super déçu par ce qu'il avait vu. Friran essaie de le reconquérir en lui soufflant un baiser, mais un baiser d'une fille aussi petite que Friran ferait ressentir à San comme s'il était un prédateur. L'atmosphère devient silencieuse après cet échec pitoyable, et Friran se demande ce qui a pu mal tourner. San finit par leur dire d'arrêter ces bêtises et d'abandonner l'idée de le faire voyager avec eux. Il passe ensuite à sauter pour dire à son frère qu'il y a une forte probabilité que son ami soit déjà mort. Friran entame une autre séance de persuasion avec cet homme, juste pour essayer de le convaincre. Quand elle lui demande pourquoi il ne peut pas les suivre, San leur raconte une certaine rencontre qu'il a vue entre son frère et Hyder quand celui-ci était encore en vie. Hyder a tenté de recruter son frère aîné pour aller au capital et servir. Mais l'homme a choisi de rester là-bas pour veiller sur son frère. Bien que Hyder soit impressionné par sa dévotion envers son frère, il était toujours déçu de ne pas pouvoir l'emmener à la capitale. Après avoir entendu tout ce que San venait de dire, son frère aîné s'approche et le gifle violemment. Selon lui, il n'a jamais ressenti de regret ou de remords à l'idée de rester en arrière, et préférerait mourir que de voir son frère mener une vie stupide. Tard dans la soirée, San présente des excuses à Friran au nom de son frère, et discute avec elle, en énonçant ses conditions, avant de quitter la ville. Lors de leur premier pas hors de la ville, San leur demande où ils vont. Et Friran dit « Ciel ». Elle prononce quelques mots de plus, et réalise bientôt, à ses dépens à quel point Fern est une gare si respectueuse. Après avoir voyagé quelques semaines de plus, Friran et ses compagnons arrivent bientôt aux Lobills dans les terres du Nord. Pendant les premières minutes, ils avancent vers la prochaine ville avec le cocher comme conducteur. Après quelques minutes de silence, San finit par prendre la parole et demande à Fern et Stark de révéler depuis combien de temps ils voyagent avec Friran. Une fois que le duo donne ses réponses,
il continue à avancer. Jusqu'à quelques instants plus tard, quand San recommence à jacasser. Cette fois-ci, San se plaint que la fête manque de quelque chose de très important, tandis que Fern pense qu'ils ont besoin d'un voleur pour protéger Friran des pièges des coffres au trésor. San parle de son âme et leur dit ce dont ils ont besoin dans leur groupe, c'est d'une femme plus âgée avec un corps plus sexy. Stark lui dit que Friran est assez âgé pour qu'il puisse s'en occuper, mais ensuite San lui demande de lui montrer une partie voluptueuse de son corps. Pour éviter d'avoir des ennuis, Stark change de sujet et pointe vers le village devant eux. Malheureusement, quand ils arrivent au village, ils trouvent tout le monde vivant là-bas inconscient. San se précipite rapidement pour vérifier leurs signes vitaux et est content de réaliser qu'ils sont encore à peu près vivants. Friran suggère de quitter le village comme ils l'ont trouvé et Fern se fâche. Finalement, il mène une enquête plus approfondie avant de réaliser que les villageois ont été frappés par une malédiction. Friran explique la gravité des malédictions à Stark et cela le rend super effrayé car il pense qu'il est déjà trop tard pour sauver tout le monde. Heureusement, ils ont avec eux un signe semblable à un prêtre, alors il se met au travail pour identifier la malédiction et apprendre comment la briser. Pendant que Friran continue de parler sans s'arrêter. Lorsqu'elle demande enfin une preuve, San demande plus de temps pour terminer son enquête. En attendant, Friran et les deux autres explorent les maisons du village. Et pendant ce temps, Friran explique tout le concept du sacerdoce et les grands avantages d'être prêtre, dont la plupart incluent une haute résistance aux malédictions. Elle explique également que même elle, une mage elfe, peut encore identifier beaucoup moins se défendre contre les malédictions, mais d'après ce qu'elle peut percevoir, il est assez évident que le village est toujours sous l'effet de la malédiction. Stark et Fern ont peur car ils sentent qu'ils pourraient bientôt rejoindre les villageois. Juste à ce moment-là, San découvre que l'origine de la malédiction est un monstre dans les bois et les presse d'y aller rapidement avant qu'ils ne s'endorment tous. Juste au moment où ils sont sur le point de partir, Stark s'effondre et tombe sous les effets de la malédiction. Friran demande au prêtre de le réveiller, mais il leur dit que ce n'est pas faisable. Ils se mettent donc tous en route pour leur long voyage, portant Stark dans les airs jusqu'à ce qu'ils atteignent le camp à un endroit avant la tombée de la nuit. Peu après s'être reposés, Fern s'endort également. Lorsque San et Friran s'en aperçoivent, ils mettent en place une barrière autour de Fern et Stark avant de s'enfoncer dans l'obscurité pour trouver le monstre. En s'approchant, Friran avertit San de ne jamais se battre seul contre le monstre. Mais alors que San s'apprête à lui répondre, elle s'endort aussi. Après de nombreuses tentatives pour la réveiller, San abandonne et la place près de lui. Quelques instants plus tard, le monstre que San identifie comme une fleur du chaos fait son apparition, ressemblant à une plante carnivore et attaque San. San fait tout ce qu'il peut pour éviter d'être touché par la fleur. Une fois qu'il voit une ouverture au cœur de la fleur, il lance un sort de magie d'attaque, que la fleur du chaos repousse. Face à cette nouvelle situation, San pense à 1000 possibilités pour tuer cette chose. Il songe à réveiller Friran, mais se rend compte que 5 secondes pour lui expliquer les choses pourraient ne pas suffire avant qu'elle ne s'endorme à nouveau. Il envisage presque d'abandonner cette idée lorsqu'il se souvient soudain d'une leçon qu'il a reçue d'Hyder sur Firevren dans le temps. Si Friran est celle que décrit Hyder, alors son plan a une chance de réussir. Après avoir esquivé la dernière attaque de la fleur du chaos, San la réveille et essaie de lui expliquer les choses. Sans prévenir, Friran utilise un motif d'attaque flexible Zoltrak pour détruire le cœur et le monstre ensemble. Le lendemain matin, Fern, Stark, Friran et San rentrent tous au village pour trouver tout le monde debout et reconnaissant envers eux pour avoir vaincu ce monstre inutile qui leur avait volé leur gagne-pain. Après avoir été remerciés par le séduisant chef du village, Friran et son groupe prennent enfin la route vers la prochaine ville. En chemin, Friran remercie San pour son aide précédente et lui caresse la tête. Peu après, ils arrivent à Vorig, la ville forteresse, et point de relais vers Oberst. Là, Friran découvre à ses dépens qu'ils sont presque à court de fonds. Quelques instants avant d'arriver aux portes de la ville, un noble les aperçoit et dirige sa carriole vers leur position. En arrivant, il descend avec son majordome, examine Stark et l'invite à son manoir pour un emploi. Avant même que quiconque n'ait pu cligner des yeux, Stark était déjà dans le manoir du riche, face à lui. L'homme commence par demander son nom à Stark, mais Friran intervient et lui dit d'arrêter de harceler son homme de terrain. L'homme s'accroche aux paroles de Friran et demande à Stark s'il a besoin que sa maman continue de répondre à sa place. À ce moment-là, Friran se lève et presse ses gens de partir, mais lorsqu'elle se souvient qu'ils sont fauchés, elle calme ses nerfs et écoute la proposition du noble. Une fois qu'ils font connaissance, homme emmène Stark se promener dans son manoir. Il lui demande alors sur son village dans la région de Clé des Terres Centrales. Stark reste silencieux, et l'homme continue à marcher jusqu'à ce qu'ils atteignent le grand mur avec le portrait de son fils. Fern et Friran peuvent voir la ressemblance frappante entre Stark et le fils de l'homme, Wurt, mais ensuite il lui demande pourquoi c'est important pour le travail. L'homme, qui est également identifié comme Lord Ordine, prend la parole en disant qu'il a besoin de Stark pour se faire passer pour son fils, qui est mort au combat il y a environ un mois. Puisque personne ne sait encore que Wurt est mort,
l'homme veut que Stark se fasse passer pour Wurt pendant quelques mois, afin que le moral des gens dans la cité-forteresse ne s'effondre pas pendant qu'ils reconstruisent les forces qu'ils ont perdues. À l'approche de la fin de la période d'imitation de 3 mois, Stark sera amené à assister à une soirée et à agir en tant que Wurt pour tromper les figures influentes. Une fois la soirée terminée, Stark sera libre de partir. Après avoir entendu tout cela, Friran demande le paiement, et Lord Ordin mentionne un montant très généreux. Elle lui demande ensuite d'ajouter un grimoire à la somme, et Ordin accepte. En avançant, Stark demande à l'homme ce qu'il compte faire de la cicatrice sur sa tête. Et Ordin lui dit de porter la cicatrice avec fierté, car tout le monde pensera qu'il l'a obtenue lors de la récente bataille. Stark grogne sur la dureté de la vie qui l'attend, et Fern lui dit de se ressaisir et d'aider l'équipe à gagner de l'argent. Avec cela réglé, Ordin demande à Gable d'apprendre à Stark les bonnes manières pour les mois à venir, tandis que Friran et les autres dînent et se plaignent comme s'ils étaient des rois et des reines. Un jour, Stark croise Fern et essaie la nouvelle pose de proposition qu'il vient d'apprendre. Le cœur de Fern rate un battement juste une fois, mais elle ne lui fait pas savoir que son acte de service l'a touché. Finalement, Stark se lève pour rencontrer l'homme qui se dit son père dans le couloir, et lui demande pourquoi il est si irrespectueux envers son fils. Ordin ricane et lui fait savoir qu'il ne suit que le dernier souhait de son fils. Après avoir passé un certain temps dans le couloir, l'homme prend Stark dans la cour où il trouve le deuxième fils, Mute, en train de s'entraîner. Stark ressent une comparaison fraternelle ici, mais il reste silencieux et continue de s'entraîner dans la cour. Un instant avant de commencer son entraînement, il demande à l'homme de lui dire ce qu'il pense de Mute. Ordin dit que, bien que le jeune garçon ne soit pas aussi talentueux que son frère aîné, il travaille dur, et c'est suffisant dans la plupart des cas. Stark lui dit de faire souvent savoir à Mute cela, et Ordin dit qu'il le fait déjà, tellement que ça commence à entrer dans la tête du jeune garçon. Stark rit et continue de s'entraîner. Dans la scène suivante, Ordin appelle Fern et lui dit de se préparer pour son entraînement en étiquette, afin qu'elle puisse assister à la soirée avec Stark. Ne pouvant pas refuser la demande, Fern commence son entraînement pour la soirée qui dure environ 1 mois avant que la soirée n'ait enfin lieu. Lors de l'événement, Fern se plaint du stress qu'on lui a fait subir, et Stark lui dit de ne plus jamais le sous-estimer. Après s'être excusés l'un l'autre, Stark prend les mains de Fern et l'emmène sur la piste de danse pour lui montrer quelques-uns de ses mouvements. Là, il danse avec grâce et attire de nombreux regards. Pendant ce temps, Friran continue de manger du gâteau et de profiter de sa nuit. Une fois la soirée terminée, Stark rencontre Ordin une dernière fois avant de recevoir son paiement. Ordin le remercie pour un travail bien fait et suggère d'adopter Stark pour remplacer son fils. Stark, cependant, lui fait savoir que ce n'est pas possible. En avançant, il fait quelques commentaires sur la ville natale de Stark et bénit le jour où il a trouvé Stark dans les bois avant de lui dire comment il a traité son fils la dernière fois qu'il l'a vu. Stark raconte également quelques fois où il a été irrespectueux envers son maître et les 2 bondovers de membres de la famille perdue. Quelques jours plus tard, Friran a du mal à choisir un nouveau grimoire à emporter avec elle. Alors qu'elle lutte avec cela, Stark et Sin finissent par parler de l'expérience là-bas, avec tout le monde heureux pour le noble et son nouvel héritier. Avant que l'histoire principale ne continue, un autre flashback montre la vie de San, le prêtre, quand il était beaucoup plus jeune. Ce jour-là, son ami aventurier, qui était aussi beaucoup plus jeune à l'époque, l'a trouvé en train de pêcher et l'a traîné de force au village juste pour qu'il puisse se faire prendre en photo par le mage qui visitait souvent leur ville. À l'époque, San suivait son ami sans se soucier du monde et s'est fait prendre en photo par le mage. Plus de 10 ans plus tard, à l'heure actuelle, San est vu assis près du feu de camp du groupe, regardant la même photo qu'il a prise avec son ami il y a longtemps. Cette fois, cependant, l'image a été placée dans un pendentif. Après avoir évoqué de vieux souvenirs, San fixe le vide. Mort d'inquiétude de savoir où son ami pourrait être en ce moment. Le lendemain, ils prennent tous la route et marchent jusqu'à la région de Clar, également située dans les terres du Nord. En chemin, Friran parle de l'un de ses amis de longue date avec les autres. Elle leur dit que l'homme s'appelle Vieux Vol et qu'elle veut avoir une conversation avec lui avant qu'il ne meure. Bien que Stark ne voit pas cette remarque comme étant polie, Fern est un peu contente que Friran ait encore des personnes avec qui elle peut discuter et se reconnecter. Comme il se trouve, la durée de vie des nains est censée être d'environ 300 à 400 ans, donc il y a une forte chance que l'homme soit toujours en vie et en bonne santé. Friran marche avec fierté et bonheur, espérant qu'elle pourra rencontrer l'homme âgé qui l'attend encore. Après avoir parcouru quelques miles supplémentaires, ils arrivent au village du Vieux Vol. Là-bas, Friran et les autres trouvent l'homme assis à l'entrée du village. Friran fait de son mieux pour rafraîchir la mémoire de l'homme afin qu'il puisse se souvenir d'elle. Malheureusement, l'homme est décrépit, donc il reste distant. Stark sous-estime l'homme âgé et le qualifie de sénile. Pour lui apprendre une leçon, l'homme frappe le tibia de Stark, et le voit allongé par terre en train de pleurer de douleur. Il formule alors quelque chose sur la négligence des guerriers tandis qu'il accueille officiellement Friran au village. Après toutes les petites conversations, Friran emmène les 2 autres avec elle dans le village, et laisse Stark s'entraîner avec l'homme âgé pendant leur séjour là-bas. Peu après,
Friran demande du travail car elle prévoit de rester là-bas pendant une décennie ou plus. Fern la met en garde pour ne pas gaspiller son temps là-bas, car ils n'ont que 7 jours à perdre. Friran accepte les conditions de Fern et continue sa conversation avec l'homme âgé, pendant que San et Fern travaillent à la ferme. Après une bonne journée de travail, le fermier les remercie pour l'aide qu'ils viennent de lui apporter. Il décide de leur raconter une ou deux choses sur le vieux vol. Selon l'histoire telle qu'il la connaît, le vieux vol a toujours été la divinité protectrice du village. Aussi longtemps qu'il est humainement possible, et même le vieux lui-même ne peut pas fournir de bonnes raisons pour laquelle il est si protecteur envers le village. Maintenant qu'il a un ami avec qui discuter, le fermier est heureux pour le vieux. Au cours des jours suivants, la vie continue avec Stark qui souffre pendant l'entraînement et Friran, qui s'amuse comme jamais avec son vieil ami. Une nuit, alors qu'il marche à travers un champ de plantes lumineuses, Friran demande des nouvelles des progrès de Stark, et le vieux dit qu'il va bien. En avançant, elle remercie le vieil homme de l'avoir aidé à connaître Himmel et les autres. Dans un autre flashback, Himmel et les 3 autres de l'époque sont vus en train de remercier le vieil homme de les avoir aidés dans une tâche. Au fur et à mesure que leur conversation évolue, l'homme parle de sa défunte femme humaine, et de combien elle aimait le village auquel il est si habitué. Si quelque chose, sa dernière promesse à sa femme est probablement ce qui l'empêche d'abandonner le village. L'homme a essayé de se dévaloriser, disant qu'il était trop vieux pour même se souvenir du visage de sa femme, mais Himmel et les autres l'ont loué pour avoir honoré une promesse faite à un être cher. À ce moment-là, le vieil homme qualifie Himmel de héros merveilleux et lui donne sa bénédiction, avant de promettre de conserver sa mémoire loin dans le futur. Himmel rit et fait savoir au vieil homme qu'ils ont déjà Friran, qui va probablement vivre encore quelques milliers d'années, pour faire cela pour eux. Le vieil homme vole sourit et loue Himmel d'avoir de merveilleux camarades. Après avoir rappelé un si doux souvenir, le vieil homme vole demande à Friran si elle se souvient encore du visage de Himmel. Friran se sent un peu offensée et fait savoir au vieil homme qu'elle se souvient toujours de Himmel, ainsi que des visages de Hyder et Aizen, car ce sont eux qui l'ont poussé à vouloir commencer à connaître des gens. Le vieil homme la loue à nouveau pour cela, et fait savoir à Friran que même s'il ne se souvient même plus du visage de sa femme, il se sent toujours obligé de protéger le village. Friran rit et l'appelle un farceur. Au fil du temps, le vieil homme demande à Friran de lui dire où elle se dirige, et Friran dit qu'ils se dirigent tous vers Auriel, la terre où les âmes reposent autour d'Enda, où se trouve le château du démon. Après avoir entendu cela, le vieil homme, qui ne sait pas que le roi démon a déjà été vaincu, donne sa bénédiction à Friran. Friran essaie de lui dire la vérité, mais elle décide rapidement de ne pas le faire, et promet de porter la mémoire du vieil homme dans un avenir lointain. Pour clore leur rencontre finale fructueuse, le vieil homme remercie elle d'être venue le voir dans ses derniers instants de vie. Le lendemain, Friran et les autres préparent leurs affaires et quittent le village. En sortant du village, le vieil homme l'appelle et lui fait savoir qu'il a rêvé de sa femme la nuit précédente. Friran sourit à l'homme et continue son chemin joyeusement. Après avoir voyagé encore quelques jours, ils arrivent à un établissement situé sur la route de Rohr, toujours dans la 29e année après la mort de Himmel. Là, ils s'arrêtent et attendent que Sin termine de poser des questions aux habitants. Une fois qu'il a terminé, il continue à avancer plus au nord. Stark demande à Sin de révéler ce qu'il demandait aux locaux plus tôt, et Sin demande à Stark s'il se souvient encore pourquoi il est parti en voyage avec eux. Quand Stark dit non, Sin montre à tout le monde la photo dans son pendentif, et leur rappelle la raison pour laquelle il est avec eux. Apparemment, il demandait aux locaux plus tôt s'il avait vu quelqu'un correspondant à la description de son ami récemment. Maintenant qu'il a confirmé que la réponse est non, il pousse ses amis à continuer à avancer, plus au nord jusqu'à ce qu'il tombe finalement sur le perdant. Stark demande le nom du perdant, et Sin dit que c'est Gorilla Warrior. Un nom unique qui rend quelqu'un comme lui difficile à oublier. Comme si cela ne suffisait pas, Sin dit à tout le monde son surnom, Gothi Priest, et cela amène les autres à penser qu'il est bizarre. En avançant, ils arrivent au canyon qui relie l'ancien village à Oberst. S'ils peuvent continuer à marcher pendant la semaine suivante, ils arriveront rapidement dans la grande ville. Avant de faire cela, cependant, Sin leur demande de faire un détour pour visiter un village, quelque part près de ce canyon, pour demander de ses nouvelles à son ami. Comme les autres voulaient aussi se reposer, ils ont accepté son plan. Quelques instants plus tard, ils arrivent au village en question où Sin demande à la première personne qu'il voit au sujet du guerrier gorilla. Étonnamment, l'homme semble connaître le drôle de type alors qu'il redirige le prêtre vers la vieille femme têtue qui vit sur le plateau à quelques pas. Sin et ses amis suivent la piste de l'homme jusqu'à ce qu'ils atteignent l'emplacement de la vieille femme têtue. Là, ils lui demandent où se trouve le guerrier gorilla et elle leur fait effectuer plusieurs tâches avant de leur donner l'information. Pour la première tâche, elle donne à Friran et aux autres une lettre à remettre à Nagel, un forgeron de la ville voisine. Comme ils n'ont pas le choix, ils se mettent tous les 4 en route. La lettre est continue vers la ville suivante. En chemin, Friran leur raconte quelques histoires sur la façon dont Himmel gérait les choses à son époque. Après cela, ils arrivent à la ville en un rien de temps et livrent la lettre. Quand ils rentrent au village, ils continuent
à accomplir plusieurs tâches étranges pour la vieille femme. Des tâches qui incluent parfois de vaincre des monstres. Pour leur dernière tâche, la vieille femme donne à Sin un seau de polish et leur dit à tous de la suivre dans les bois pour qu'ils puissent trouver la statue qu'elle veut qu'ils polissent. Tous les quatre suivent la vieille femme grincheuse dans les bois et discutent des héros, dont les statues sont depuis longtemps oubliées dans les bois. Finalement, ils y arrivent, et Friran a du mal à se souvenir de qui la statue représente. Après une enquête minutieuse, Stark reconnaît l'homme à l'extrême droite comme étant Kraft, l'elfe qu'ils ont trouvé pendant l'hiver rigoureux. Quant à l'homme à gauche, ils n'ont pas pu le reconnaître. Voir ces statues ramène Sin dans ses souvenirs, et il se souvient de la première fois où Hyder a amené son jeune lui-même et Gorilla Warrior, qui était son ami à l'époque. Hyder venait juste de leur dire à quel point il est facile pour les héros du passé d'être oubliés et d'éviter que les gens n'oublient son nom. Son ami a choisi pour lui le surnom de guerrier gorille, avec Hyder donnant à Sin le surnom de prêtre à barbe. Une fois qu'il revient à la réalité, la vieille femme têtue finit par lui dire combien son ami parlait de lui et de leur projet de devenir des héros avec Sin. À la fin de la journée, Sin quitte le village un peu triste car il vient d'apprendre que son ami se trouvait à Tours, une ville commerçante, qui est en face de la grande ville vers laquelle il se dirigeait. Sin est un peu confus quant à ce qu'il doit faire maintenant qu'il a découvert cela, car il